Nous sommes le jeudi 21 septembre 2023 et vous écoutez le premier épisode de la 7e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, on inaugure cette 7e saison avec une grande masterclass dédiée aux portraits artistiques. Nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois dans le podcast l'artiste photographe Eric Maloberti alias Malo qui nous fait l'honneur d'accepter notre invitation. Avec lui, nous allons essayer de comprendre les différents aspects à prendre en compte dans la conception, préparation, réalisation de portraits mis en scène en studio. Cette émission vous est présentée par Fujifilm avec le système grand format GFX, des appareils hybrides dotés d'une qualité d'image unique. Que je suis content de retrouver ces petits micros et de reprendre ces émissions. À tes côtés, Benjamin, tu es enfin revenu de vacances. Comment vas-tu ce matin ? Bah écoute, moi aussi je suis content Arthur, ouais, ça fait plaisir, ça me manquait ce contact avec la mousse. Et je suis content, je vois aussi une petite affiche de Lascaux. Oui, je suis allé visiter Lascaux avec mes enfants cet été, c'était très très émouvant. Et ouais, Lascaux 4, magnifique. Ouais. Donc je me sens un peu chez moi, étant natif du Périgord, voilà, ça fait plaisir. Puis ça fait plaisir de retrouver Malo aussi. Eh oui, parce que vous êtes voisins, si j'ai bien compris. Voisin, mais on s'est rencontrés assez loin finalement, au Japon, lors du lancement du GFX 100 à Tokyo, Exactement. 2019 je pense. 2019. Ouais. Bah, Ça ça remonte tombe un bien, peu. il y a le GX 102 qui vient tout juste d'être annoncé et on va en parler. Cette saison, cette 7e saison, Benjamin, elle est un petit peu symbolique pour nous. On attaque notre 3e année de production de podcast. Bon anniversaire à toi, mon cher Benjamin. Nous rentrons en maternelle et surtout, nous allons produire notre 100e émission avec déjà plus de 600 000 écoutes au compteur. Donc voilà, cette saison est toute particulière pour nous. Vous l'avez aussi sûrement vu, on n'a pas été totalement silencieux cet été puisqu'on a inauguré pour la première fois les replays pour essayer un peu de faire ressurgir de nos archives certaines émissions marquantes qu'on a faites il y a 2 ou il y a 3 ans maintenant, avec par exemple des Au coin du feu. Alors, on a fait ressurgir Vincent Munier, Sebastião Salgado, Mathieu Ricard ou encore Nikos Aliagas. A priori, ça vous a bien plu puisque vous avez été très nombreux à écouter ces épisodes replay. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu qu'on avait fait ça, n'hésitez pas à descendre un petit peu dans notre flux. Ils ne sont pas encore très très loin en ce début de 7e saison. Voilà pour les informations générales de cette début d'émission. Je vais évidemment me tourner vers toi, Malo, et te présenter à nos auditeurs. Alors, tu es un artiste photographe français basé en région parisienne et aussi un peu au Portugal maintenant. Tu as suivi une formation au Gobelin dans les années 90 avant de devenir graphiste, puis directeur artistique pendant près de 20 ans. Tu as toujours été plongé dans la photographie grâce à l'héritage de ton père qui était portraitiste et qui t'a transmis sa passion et aiguisé ton regard. C'est en 2010 que tu décides de te focaliser uniquement sur ta passion, la photographie, et que tu commences tes premiers projets personnels. Tu apprends en autodidacte à jouer avec la lumière pour réussir à créer tes séries photographiques. Aujourd'hui, tu es un artiste photographe reconnu, tu réalises tes propres séries, comme par exemple Romance, Nature indomptée ou encore Animalité. Tu as publié en 2021, avec le magazine Normal, ta première monographie Malo face cachée pour mettre en lumière 10 ans de carrière. Tu travailles aussi sur commande et signes des campagnes pour par exemple des grands noms comme Renault, GC, Louis XIII, TF1 ou encore Fujifilm et Profoto pour lesquels tu es ambassadeur. Malo, est-ce qu'on a bien résumé ta carrière ? Bah écoute, tu es très bien renseigné. Alors déjà, merci à vous deux pour l'invitation. Et c'est un vrai plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui. Et donc oui, effectivement, c'est bien tout le parcours que tu as décrit que j'ai réalisé, effectivement. Écoute, le plaisir est partagé. Messieurs, je vous propose qu'on attaque tout de suite l'émission comme d'habitude et on commence avec un flash actu qui est particulièrement dense aujourd'hui puisque on va devoir revenir un peu sur toutes les nouveautés et elles sont nombreuses qu'on a loupées pendant l'été.
Cette semaine, dans le Flash Actu Flashback, sur les grosses annonces que nous avons manquées durant l'intersaison d'été. Fujifilm lance son tout nouveau moyen format GFX et la seconde édition de Photoclimat a ouvert ses portes. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Lumix a annoncé il y a quelques jours un tout nouveau et très attendu boîtier micro 4 tiers qui fera briller les yeux de nombreux photographes et vidéastes adeptes de ce format. Il s'agit du G9 Mark II. Au programme de cet appareil, toutes les dernières technologies Lumix associées à un nouveau capteur micro 4 tiers donc, de 25 millions de pixels stabilisés et une nouvelle version de leur processeur d'image Venus Engine. L'appareil hérite du nouvel autofocus hybride face contraste lancé sur le S5 Mark II avec 779 points et la détection et reconnaissance de sujet avec une rafale à 60 images par seconde sans blackout. En vidéo, il propose jusqu'au 5,7K 60p 420 10 bits en interne sur des séquences illimitées, du 422 10 bits 60p en 4K, des ralentis en 120 ou 240 images par seconde, de l'Apple ProRes 422 HQ à 30 images par seconde en 5,7K et le All Intra via un enregistreur SSD USB-C. Niveau design, le G9 Mark II reprend les lignes du S5 Mark II sans écran supérieur avec un viseur de 3,68 millions de pixels et un écran arrière sur rotule. Le boîtier est naturellement protégé contre les intempéries. Le nouveau Lumix G9 Mark II sera disponible en novembre et proposé au prix de 1 900 € boîtier nu. Panasonic annonce également une nouvelle version du 100-400 mm f4.6.3 signé Leica qui, elle, sera proposée au prix de 1 699 €. Nous avons d'ailleurs prévu de dédier dans quelques semaines une émission spécialement à ce nouveau G9 Mark II. Sigma, pour sa part, a décliné tout début septembre deux de ses objectifs en monture Fujifilm X. Le super télézoom 100-400 mm f5.6.3 DGD-NOS en gamme Contemporary, qui existe déjà en monture Sony E et L, est désormais également disponible en monture Fujifilm X, ce qui en fera un équivalent 200-600 mm. Et la focale fixe grand angle 23 mm f1.4 DCDN, également en gamme Contemporary, est elle aussi déclinée en monture Fujifilm X pour un équivalent 34,5 mm, une focale qui devrait donc parler aux amoureux de reportage et de street photographie. Comptez 499 € pour le 23 mm et 999 € pour le 100-400 mm. On continue avec Sony qui a été très actif cet été et en cette rentrée 2023. En juillet, le constructeur a annoncé son nouveau A6700, un hybride APS-C conçu pour la vitesse et l'action. On retrouve dans cet appareil un nouveau capteur BSI de 26 millions de pixels stabilisé associé à deux processeurs BIOS ZR et XR. Au programme, un AF hybride 759 points, dopé à l'intelligence artificielle et au deep learning, qui couvre 93% du champ, une rafale de 11 images par seconde sur une séquence de 1000 photos JPEG, l'arrivée du format HEIF et de la vidéo 4K 120p, du 422 10 bits et les dernières technologies d'assistance vidéo comme le mode auto-framing ou le Clear Image Zoom. Côté ergonomie, on retrouve un boîtier compact et léger, inspiré de l'A7C, avec viseur OLED déporté et écran totalement orientable. Le nouveau Sony A6700 est proposé nu au prix de 1 700 €. Fin août, le constructeur a également annoncé deux nouveaux boîtiers full frame, les A7C-R et A7C2. L'idée est de proposer des alternatives plus compactes et plus accessibles, des célèbres A7R5 et A7 IV. L'A7C2 reprend donc la fiche technique de l'A7 IV à laquelle vient s'ajouter le processeur dédié à l'intelligence artificielle et toutes les fonctions autofocus qui en découlent. Idem pour l'A7C-R qui reprend les principales caractéristiques de l'A7R5 avec quelques menus compromis, une rafale légèrement en retrait et l'absence de mode vidéo 8K. Les nouveaux Sony A7C2 et A7C-R sont respectivement proposés au prix de 2 399 € et 3 699 €. Enfin, Sony a également annoncé une nouvelle version de son 16-35 mm f2.8 G Master avec une nouvelle formule optique, une nouvelle motorisation autofocus et des mensurations à la baisse. Son prix, 2 699 € tout de même. Et enfin, pour terminer, Tamron a aussi été très en forme cet été avec l'annonce de l'arrivée de son 35-150 mm f2.8 en monture Nikon Z, le développement d'une seconde génération de son 70-180 mm f2.8 et le développement d'un nouveau 17-50 mm f4. Fujifilm vient, il y a quelques jours, de lancer la seconde génération de son moyen format hybride ultra haute définition, le GFX 102. Au programme, beaucoup d'évolutions et sans doute la volonté d'amener le moyen format sur de la photo d'action. On retrouve un tout nouveau capteur, toujours de 102 millions de pixels, avec une vitesse de lecture 2 fois plus rapide, associée à la 5e génération de processeurs d'image. Ce capteur est stabilisé sur 5 axes avec un gain annoncé de 8 IL.
Le boîtier propose un mode haute résolution par assemblage de 400 millions de pixels, une sensibilité de 80 et jusqu'à 12 800 ISO en natif, une rafale à 8 images par seconde avec suivi autofocus associé à un buffer de 120 gigaoctets permettant des séquences de 1000 photos en JPEG ou 300 en RAW. On dispose d'un autofocus hybride face contraste avec détection, reconnaissance et suivi du sujet grâce au deep learning, d'un mode vidéo musclé avec de la 8K 30p en 4:2 10 bits en interne, l'Apple ProRes, un mode anamorphique avec des squeezes et le RAW en 8K 30p 12 bits via HDMI. Le GFX 102 est plus compact et léger que son prédécesseur et dispose d'une ergonomie optimisée. Il exploite un nouveau viseur amovible OLED de près de 9,5 millions de pixels avec un mode 120 Hz. Côté interface, on retrouve un double slot UHS-2 CF Express type B, une prise réseau et la possibilité d'enregistrer les vidéos sur un disque dur en USB-C. Le nouveau GFX 102 est proposé au prix de 8 000 €, soit 3 000 € de moins que le premier modèle à sa sortie. Parallèlement, Fujifilm annonce aussi de nouvelles optiques, 2 focales fixes à bascule et décentrement avec un 30 mm f5.6 et un 110 mm f5.6, proposés respectivement à 4 449 € et 3 999 €, et enfin un 55 mm f1.7 proposé au prix de 2 599 €. En projet est également prévu un 500 mm f5.6 pour l'année prochaine. Et enfin, pour terminer ce long flash actu, la seconde édition de Photoclimat, un festival artistique, pédagogique et écologique organisé tous les 2 ans dans Paris et ses alentours, vient d'ouvrir ses portes. Au programme, des expositions photos évidemment, mais aussi de belles tables rondes, des conférences et des soirées. On peut par exemple découvrir le travail du photographe Brent Stearton sur les problématiques de la conservation de l'environnement et des espèces menacées, de Yann Arthus Bertrand avec son projet L'animal et nous et ses portraits d'éleveurs et de bestiaux, de Nick Brandt avec son projet The Day May Break sur les victimes humaines et animales de la dégradation et de la destruction de l'environnement, de Stéphane Gladieux et de ses portraits décalés de son projet Homo Detritus, ou encore de Richard Moss avec ses projets Heatmap sur la crise migratoire en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, Infra sur le conflit en République démocratique du Congo ou Broken Spectre sur la déforestation amazonienne. Au total, ce sont presque 40 expositions qui sont offertes au public, organisées en 3 grandes thématiques: conflit, climat, résistance, femmes et biodiversité. Photoclimat, c'est jusqu'au 15 octobre prochain. Toutes les infos sont à retrouver sur le site officiel photoclimat.com. Bon, évidemment, énorme flash actu cette semaine. Je m'en excuse pour ce très long tunnel. Beaucoup de nouveautés très intéressantes sur lesquelles on va avoir l'occasion de revenir tout au long de la saison. Moi, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu là sur ce nouveau boîtier Fujifilm, le GFX 100 Mark II. Plus performant, plus compact, plus léger, moins cher. Je ne sais pas comment ils ont fait, globalement. Tu l'as eu en main, toi, un petit peu, Malo, déjà ? Non, pas encore. Ouais, moi non plus. Mais sur le papier, c'est assez redoutable. Déjà, bon, le tout premier GFX 100, c'était un événement en termes de prix et en termes de spécifications. Le GFX 100S aussi, avec un autofocus vraiment nettement amélioré. Et là, c'est vrai que ce qu'ils annoncent en termes d'algorithme de reconnaissance de sujet, ça va être génial pour de la photo d'action, ce qui paraissait assez délirant avec un moyen format, surtout avec un 500 mm f4 en développement pour l'année prochaine. Et surtout, je trouve qu'on ne met pas assez l'accent, dans tout ce que j'ai pu lire ou regarder ces derniers temps, sur les caractéristiques vidéo de ce produit-là, qui sont proprement dingues. C'est monstrueux. Voilà. Donc, ça va être très intéressant de suivre ça et de le prendre en main. Et j'imagine que pour toi, Malo notamment, le type de travail que tu fais, tu dois l'attendre avec impatience. C'est un vrai moyen format. C'est ce qu'on oublie très souvent quand on le compare. On le compare très souvent à des réflexes. Or, on n'est pas du tout sur la même gamme de produits. On est vraiment sur un moyen format avec une dynamique. On est sur un boîtier qui, pour du 100 millions de pixels, était déjà extrêmement véloce. Et sur le premier, il avait déjà en fait la capacité d'être poly-utilisation, ce qui est rarissime sur un boîtier. Alors, je ne dis pas qu'on allait faire de la photo de sport avec, mais malgré tout, on pouvait avoir un boîtier aller aussi bien sur de la campagne publicitaire très haut de gamme
comme presque du reportage. On avait même fait justement de la street photographie avec. Au Japon, à Shinjuku, en pleine nuit, là, on était partis Exactement. avec nos GFX 100 dans la main. C'est fou, Voilà, faire de la street photo comme ça, avec à un main moyen levée. format. Ouais, Ouais. ouais. On ferait pas ça avec un moyen format classique parce que au bout de 10 minutes, bon, c'est vrai que c'est un gros boîtier, mais malgré tout, il fait quand même la moitié de la taille d'un moyen format et il n'a pas de détection de phase, de regard. Et, un moyen format, un collimateur central, c'est tout. Là, on avait quand même des tas d'avantages. Et précisons que par rapport aux séries GFX 50 chez Fuji, ces derniers sont limités, eux, à la seule détection de contraste au niveau de l'autofocus. Et, Pour l'instant. Pour l'instant, en tout cas, c'est une grosse différence entre les GFX 100 et les GFX 50. Et c'est une vraie différence, on le sent avec les optiques. Ça pompe beaucoup moins et à l'usage, c'est quand même agréable. En tout cas, Fujifilm met vraiment énormément d'efforts pour développer son système GFX. Alors, on le voit avec la gamme de boîtiers qui continue d'évoluer et de s'enrichir. Et puis aussi au niveau des optiques. Et je tiens quand même à signaler que Fujifilm est le premier constructeur, à ma connaissance, à sortir des optiques hybrides à bascule et décentrement. Ça, c'était quand même c'est déjà très attendu chez de nombreux utilisateurs de full frame. C'est une réalité maintenant sur le moyen format. C'est une super bonne nouvelle, ça. Ça te parle, toi, ce genre Ah bah, d'optique? très clairement, surtout sur une gamme de produits comme ça. Là, on est vraiment sur des produits, encore une fois, le 100 millions de pixels, c'est pas juste histoire de faire une collection de pixels, c'est-à-dire qu'on va aller vers du très grand format derrière, en termes de tirage. Donc, on est sur un produit, moi, dans mon cas, œuvre d'art, dans le sens où je vais vraiment tirer des formats 150-200 en tirage à destination de collectionneurs. Donc, on est vraiment sur du très haut de gamme ou publicitaire. Et là, le décentrement est un atout. Dès qu'on fait une scène un peu large, par exemple, qu'on doit corriger les perspectives d'une grande pièce, ou à contrario, quand on fait de la nature morte, ou là où on a aussi besoin d'aller dans une qualité d'image en publicité, si vous faites une montre, ce genre de choses, on a besoin de monter en qualité d'image, donc le décentrement est un atout. Bon. Et puis il y a cette nouvelle optique très probablement te faire aussi de l'œil, toi qui aimes le portrait, un 55 mm f1.7. Ça sent le bokeh master à plein nez. Et je vous propose d'ailleurs à ce sujet d'écouter le témoignage de Virgile Guignard, qui est un photographe de mode, portraitiste, ambassadeur Fujifilm également comme toi, et qui a testé ce nouvel objectif pas plus tard qu'hier. Donc on écoute ses réactions très très à chaud. J'aime bien la distance qu'il offre. Genre, c'est quoi? C'est une sorte de 44 mm si j'étais sur un plein format. On est presque sur un 50, mais un tout petit peu plus grand angle, donc ça déforme un peu plus. Et moi, je trouve ça assez cool. Alors, c'est un avis purement subjectif. Déformer un tout petit peu le visage, l'allonger comme le peut le faire une équivalence 45. Enfin bon, restons sur un 55 sur ce grand capteur. Je trouve ça assez formidable et je m'en suis rendu compte aujourd'hui. Je peux me rapprocher, donc je peux un peu déformer le visage pour faire un truc un peu nerveux, mais pas trop excité comme si j'utilisais le 45 en gros plan, ce que je dois avouer faire parfois parce que j'aime bien l'esthétique. Donc c'est plus classique, mais un peu étrange, ça réagit vite. Les fichiers sont vraiment beaux. Tu as un peu le même ressenti qu'avec le 80, je trouve, millimètres, où tu as quand même le piqué, une belle optique de GF plus un GFX quand même. Si tu as les moyens, fonce, parce que c'est vraiment un beau duo, quoi. Toi, ça te parle, un 55 mm 1.7? Ça va arriver prochainement dans ton sac, ça, ou pas? Alors oui, moi, alors dans ce que je fais, c'est pas trop ce que je vais utiliser parce que je travaille pas à de telles Ouais. ouvertures. Mais bien sûr, encore une fois, pour la street photographie, pour le portrait, pour ce genre de choses, ça peut être magnifique que d'avoir un bokeh comme celui-là. Bon. Voilà pour l'actualité. Est-ce que Benjamin, toi, tu as repéré d'autres choses cet été qui t'ont un petit peu marqué et sur lesquelles tu voudrais qu'on dise un petit mot? Je trouve que ce que tu as mentionné, hein, parmi toutes les sorties qu'il y a eu, c'est bien de souligner la sortie de nouveaux boîtiers micro 4 tiers. On Ouais. reviendra dessus lors d'une émission spéciale, mais le G9, ça a été un boîtier assez emblématique sur le haut de gamme du micro 4 tiers. Et depuis que OM System a sorti un OM1, ça va être intéressant de comparer les deux. Et pour les gens qui ont beaucoup d'optiques, parce que le parc optique micro 4 tiers est très conséquent, c'est une très bonne nouvelle. Surtout que les specs sont musclés, Mhm. à commencer par l'AF à détection de phase et de contraste, hein, qui était arrivé sur les S5 Mark II et qui arrive sur le G9 Mark II. Et puis chez Sony, de voir aussi que les petits capteurs ne sont pas oubliés,
puisque l'Alpha 6700 était très attendu lui aussi. Était très attendu. Donc, c'est vrai que là, on a beaucoup de matière. Donc, on a le guide d'achat qui arrive bientôt. Restez à l'écoute si vous êtes pour la partie geek qui est en vous. On reviendra sur tous ces aspects-là un peu plus longuement très prochainement. Et on commencera même la semaine prochaine sur notre émission sur le marché de la photo. Moi, je veux juste rajouter quelques petites choses qui m'ont un peu marqué cet été. Alors, ça m'a fait repenser à cette émission sur la photo instantanée qu'on a fait à la saison dernière. Mais bon, Polaroid a lancé le i2, un appareil photo instantané, accrochez-vous, proposé à 699 euros. Bon, voilà, un nouveau bloc optique, un autofocus lidar, des modes de prise de vue avancés, un appareil connecté, pilotable depuis un smartphone. Pourquoi pas, admettons. Moi, aimant beaucoup le SX70, qui est un vieux Polar. C'est autre chose, ça, quand même. Je trouve qu'il est... mais je trouve qu'il a de la gueule. Il y a un petit air de ressemblance. Il y a un faux air comme ça. Il peut être beau à 700 euros, quand même. En tout cas, il n'est pas i2, malgré son nom. Pardon. Autre truc qui m'a marqué, pareil, il y a quelques jours, Olympus a lancé un compact en 2023, ça paraît complètement fou. Enfin, on dit OM System. OM System, pardon, il va falloir vraiment que ça rentre dans ma tête, ça. OM System a lancé un compact en 2023, bon, c'est pas n'importe quel truc, c'est un TG7, un compact baroudeur, proposé au prix de 549 euros. Alors, on retrouve des caractéristiques de compact, c'est marrant, ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Capteur BSI CMOS 1/2,3 pouces, 12 millions de pixels, zoom 4 fois. Bon, c'est des appareils qui sont étanches, robustes et surtout, qui sont très bien adaptés à évidemment la photo sous-marine, mais aussi à la pratique de la macro, puisque cette petite bête permet de monter au rapport 7:1. On n'est plus dans de la macro, on est vraiment dans de la micro-photographie, de la photographie scientifique. Et dernière petite chose, et après on passe à la suite. Alors je ne sais pas si vous avez regardé la télé cet été, mais bon, moi je me suis quand même arrêté sur cette nouvelle émission, La Photo Parfaite, le top chef de la photo, qui a été proposée sur M6, donc 2 soirées, qui met en avant des célébrités qui s'affrontent sur des épreuves photographiques. Bon, c'est évidemment pas Top Chef, mais je trouve que c'est quand même une bonne chose. Ça donne envie peut-être aux gens de s'intéresser à la photographie et de voir finalement qu'avec un vrai appareil photo, on fait quand même autre chose qu'avec un smartphone. Toi, tu pourrais en faire partie d'un casting comme ça de photographe si on te le proposait pour une émission. Jury. Ouais, je préfère. Tu serais le Philippe Elchebestre. C'est un peu ça. Bah, écoute, j'en ai entendu parler. J'ai pas vu, à vrai dire, je regarde pas trop la télé. Bon, tout ce qui peut faire parler de la photo, je suis pour. Du moment qu'on, effectivement, comme tu dis, on revalorise un peu la photo et qu'on perde un peu les a priori qu'on peut avoir, donc c'est une bonne chose. Oui, je me suis fait violence, mais j'ai regardé un petit peu le replay parce que je suis un peu comme toi, de base, je regarde pas trop le petit écran. C'est pas si pire. Non, c'est pas si pire. Franchement... Mais c'est pas Top Chef non plus. Mais bon, en même temps, Top Chef, c'est quoi? C'est 15 saisons d'expérience. Donc forcément, il y a des moyens surdimensionnés sur une prod comme ça. Non, mais il y a des choses à en ressortir. On en reparlera. Ouais. Alors, juste, pas Top Chef, mais j'ai fait les photos pour le meilleur pâtissier. Ouais. Voilà, donc je n'ai pas participé à une émission comme celle-là. Par contre, j'ai travaillé pour des émissions comme ça. Et effectivement, j'avais même fait aussi sur TF1 Danse avec les stars. J'avais fait les affiches photos, les affiches. Ouais. Est-ce que tu manges les pâtisseries après les avoir photographiées alors? C'était des fausses. Mon cœur souffre. Un mélange de vraies et de fausses pâtisseries. Donc c'est pour la prochaine saison qui va sortir. Là, j'ai fait la photo de la saison. Bon, au moins, il n'y a pas de gâchis. Donc on exclut, c'est des fausses pâtisseries. Bon, allez, on clôture le Flash Actu là-dessus et puis on passe à la suite, à ta story, ta chronique hebdomadaire, Benjamin. Et cette semaine, tu nous parles d'une toute nouvelle revue indépendante qui concentre nos regards vers l'Est et qui accorde une large place à la photo. La story vous est présentée également cette semaine par Fujifilm avec le système grand format GFX, des appareils hybrides dotés d'une qualité d'image unique. À l'Est, du nouveau. C'est la baseline de Cometa, nouvelle revue trimestrielle dont le premier numéro paraîtra cet automne. Il s'agit d'un MOOC, mi-livre, mi-magazine donc, qui traitera de l'actualité dans les pays situés à l'est de nos frontières. Une idée née au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie,
dans les têtes de Léna Mogé, ex-rédactrice en chef des revues 6 mois et 21, et de Serge Michel, fondateur de ID News et ex-directeur adjoint du journal Le Monde. Ils ont été rejoints par Perrine Daubas, spécialisée dans le développement des médias et des ONG, également rédactrice en chef de la collection Sans photos pour les libertés de la presse à Reporters sans frontières. Elle nous éclaire sur le modèle économique de Cometa. Le modèle économique de Cometa, il s'appuie sur 3 pieds. D'une part, les ventes en librairie, parce que nous, on est une revue qui est vraiment baignée de littérature et de récits et qui trouve complètement sa place en librairie, qu'on va aussi parler des livres. Le deuxième pied, ça va être les abonnements, parce qu'on a besoin, pour être viable, d'être en relation directe avec nos lecteurs et nos lectrices. Et le troisième pied, ça va être la philanthropie. Donc là, comme on est une revue qui soutient des auteurs à l'Est, des photographes, des autrices, eh ben, on va aussi demander à la fois à nos lecteurs et nos lectrices de nous soutenir régulièrement à la fin de l'année, peut-être pour des sujets spéciaux, mais aussi à des philanthropes, à des grands donateurs de nous aider. Et on a déjà plusieurs promesses de dons qui nous permettent de voir l'avenir à un peu plus long terme. C'est ça aujourd'hui le modèle de la revue et on a la chance d'avoir été soutenus par des investisseurs qui nous ont permis de vraiment amorcer tout ce travail. Mais surtout, ce dont on a besoin, c'est que les gens nous suivent sur notre campagne de prévente parce que, comme pour tous les médias, les abonnements, c'est vraiment clé en fait. C'est ce qui nous permet de voir sur le long terme. Une campagne de prévente est toujours en cours sur KissKissBankBank. La revue franco-suisse sera distribuée en librairie, mais en amont de chaque parution, un crowdfunding sera systématiquement lancé pour garantir le modèle et l'ambition éditoriale. 208 pages, fabrication made in France et pas de publicité. Le contenu fera la part belle à des récits littéraires, des débats d'idées, de la cartographie pour mieux connaître et comprendre cette région du monde en la mettant au centre de la carte. La photographie occupera une place de choix. Le photographe Paolo Woods, cofondateur du collectif Riverboom et auteur de 8 livres, dont des enquêtes sur les paradis fiscaux ou les pilules du bonheur, est passé de l'autre côté du miroir, selon ses propres termes. Il participe à l'aventure en tant que directeur de la photographie et nous explique la manière dont il souhaite rendre compte de l'actualité à l'Est en images. Dans Cometa, le pari, c'était un petit peu faire une revue en papier où la photo a vraiment un rôle. Et c'est pas le rôle d'illustrer les papiers et non plus que le texte explique la photo, mais que ils avancent chacun sur son rail. Et ils avancent ensemble en façon parallèle. Et donc, on a bien sûr des portfolios, mais on a aussi des auteurs et des autrices qui accompagnent les textes des auteurs à la fois de l'Est ou des auteurs français. Et moi, comme directeur de la photo, mon rôle un petit peu, c'est essayer de trouver vraiment des travaux de différents auteurs de l'Est. C'est principalement, on a envie de travailler avec les photographes qui vivent là-bas et qui connaissent la réalité. Et donc, par exemple, pour raconter ce qui se passe à Moscou aujourd'hui, on travaille avec Alexander Gronsky, qui est un photographe très connu, très respecté, qui a vraiment fait sa marque comme photographe de paysage, et il raconte le paysage de Moscou aujourd'hui, un paysage qui est pollué par les publicités pour Wagner, pour l'armée, pour une espèce de propagande qui rappelle beaucoup la propagande soviétique qu'on connaît le livre d'histoire, mais au quotidien. Et donc, c'est pas seulement une écriture documentaire ou photojournalistique qu'on veut, même s'il y a ça, mais c'est tous les écritures possibles. L'idée, le pari avec Cometa, c'est de donner un espace à la photo dans tous ces incarnations, que ce soit un travail personnel, que ce soit un travail artistique, que ce soit un travail documentaire, et de travailler avec des auteurs et des autrices, certains des stars très connus, comme dans le cas de Gronsky, des autres peut-être pas connus dans le grand public, mais qui vraiment, ils ont un travail d'auteur. Rendez-vous sur KissKissBankBank pour découvrir le projet et le 11 octobre en librairie pour feuilleter le premier numéro qui met à l'honneur une thématique de circonstance, l'impérialisme. Moi, j'aime bien Paolo Woods. Hein. J'avais découvert son travail à Arles sur les paradis fiscaux, que j'avais trouvé vraiment
absolument remarquable. J'aimerais beaucoup, Benjamin, qu'on l'ait un jour avec nous ici pour parler de son travail documentaire. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet de cette story. Le nom de cette revue, Benjamin, est-ce que ça a une signification particulière? Oui, Kometa, ça signifie comète, tout simplement, en ukrainien, en russe, en polonais et dans une dizaine d'autres langues dans les pays de l'Est. Et en fait, pourquoi ils ont choisi ce nom-là? C'est un mot qui raconte l'inattendu, ce qui bouge, ce qui change. Donc, l'ambition de Paolo Woods, de Léna Mogé, Serge Michel, Perrine Doba, c'est de traiter donc de l'actualité qui se passe dans les pays de l'Est, alors que habituellement, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de regarder de l'autre côté, plutôt vers l'Ouest, plutôt outre-Atlantique, etc., et d'essayer de mieux comprendre ces régions du monde, de mieux comprendre pourquoi ce qui s'est produit a pu se produire. Il y a eu quand même la Géorgie aussi avant. La Russie avait attaqué la Géorgie. Bon, et d'essayer de mettre un petit focus sur l'aspect culturel, l'aspect politique, social de cette région du monde. Voilà. Bon, c'est un projet évidemment intéressant, mais comme tout projet de ce type-là, le nerf de la guerre, c'est évidemment le modèle économique, alors que ce soit pour une revue ou pour un photographe-auteur, je pense que c'est les mêmes réflexions à la base. Toi, tu portes quoi comme regard sur ce principe de campagne de financement participatif? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà activé pour t'aider à concrétiser un projet? Ouais, par 2 fois. Alors, c'est comme tout, je pense qu'il ne s'agit pas de se faire financer. Par exemple, j'avais vu des gens qui se faisaient financer une expo pour les encadrements et autres. Là, je trouve que c'est pas légitime. Par contre, moi, je l'ai utilisé par 2 fois pour financer un projet, mais du coup, les gens ont pu acheter par anticipation des œuvres d'art à un prix moindre. Et après, je l'ai fait pour mon livre. Ça m'a permis de financer tout simplement en prévente le livre. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de projets, et ça, en soi, c'est très bien. Plus les gens ont de projets, mieux c'est. Mais il faut que ce soit légitime. Voilà. Il faut que les gens qui viennent en face, ce n'est pas des donateurs. C'est des gens qui. Alors, ça peut être des donateurs pour des projets humanitaires, pour des tas de choses comme ça. Maintenant, quand c'est un projet personnel, artistique, les gens ne sont pas là pour nous subventionner. Donc, il faut qu'ils aient un intérêt véritable à participer. Mais en soi, c'est très bien. Oui, puis actuellement, dans le paysage, notamment de la presse, vu les hausses de coûts du papier, les problèmes liés à la distribution, etc., qui deviennent vraiment plus que problématiques, là, c'est effectivement un système de prévente auquel recourent les équipes de Kometa, ce qui est logique. Donc, si par exemple on l'achète en prévente, on peut s'abonner à un prix moindre là aussi. L'objet coûtera donc 208 pages, fabrication française, pas de pub, ça coûtera 22 € tous les 3 mois en librairie, ce qui paraît quand même correct. Et on peut l'acheter à 20 € avec des contreparties. Actuellement, avant sa sortie le 11 octobre. Donc c'est pas mal. Et puis bon, c'est une aventure qui rappelle une filiation naturelle avec 6 mois, qui était une revue aussi qui faisait la part belle notamment à la photographie, mais qui là se retrouve dans des difficultés puisque la société éditrice est en difficulté financière. Donc voilà. Kometa va peut-être reprendre le flambeau, on leur souhaite en tout cas. Évidemment, on leur souhaite. Merci beaucoup Benjamin pour cette première story de la 7e saison du podcast. On fait une petite pause, une petite respiration, et puis on revient dans quelques secondes pour cette grande masterclass avec toi, Malo, sur la réalisation de portraits artistiques. On revient après une courte pub. Avec une taille de capteur 1,7 fois supérieure au plein format 24x36, la gamme d'appareils photo hybrides Fujifilm GFX et ses objectifs Fujino en monture G font entrer la photographie dans une nouvelle dimension. Celle de l'ultra haute définition et d'une qualité d'image unique. Grâce à une technologie d'imagerie innovante, ces appareils saisissent les moindres détails de vos sujets et offrent une restitution optimale des plages tonales pour un rendu photographique incomparable sur le marché. De quoi satisfaire les photographes les plus exigeants en matière de qualité d'image native. Choisir le système GFX de Fujifilm, c'est faire le choix de l'exigence et du moindre détail avec une définition d'image superlative jusqu'à 102 millions de pixels, des modes vidéo performants jusqu'à 8K30p et 4K60p en grand format, un autofocus précis et réactif et une conception héritée de décennies d'expérience dans la conception d'appareils photographiques. Allez au-delà du plein format avec les appareils numériques Fujifilm GFX, une gamme unique de produits et d'objectifs offrant une grande polyvalence d'usage. De la photographie de mode à la photographie de paysage en passant par le portrait. Découvrez le tout nouveau GFX 102. Il offre des performances en rafale, en autofocus et vidéo encore jamais vues dans l'histoire de la série GFX. Rendez-vous sur fujifilm-x.com pour découvrir ces boîtiers uniques.
Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Malo pour cette grande masterclass dédiée au portrait artistique. Alors évidemment, portrait artistique, ça ne veut pas dire grand-chose en tant que tel. Nous l'entendons ici, à l'image des photographies que tu as l'habitude de réaliser, Malo, c'est-à-dire des images pensées dans les moindres détails, mises en scène en studio ou en décor naturel, avec un travail minutieux sur la lumière, interprété, si on peut le dire, par des modèles et immortalisé en ultra haute définition avec du matériel professionnel. Peut-être, Malo, pour que nos auditeurs puissent imaginer un peu, se représenter ce dont on est en train de parler, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton univers, tes images, et puis peut-être nous en décrire une pour qu'on puisse se représenter ce travail-là? Alors moi, je qualifie mon travail de fiction narrative, c'est-à-dire que je raconte des histoires en images. J'aime allier toujours fond et forme, bien évidemment le plus important étant l'esthétisme, mais quand ça peut s'appuyer aussi sur une réflexion ou un échange, un partage, voilà, c'est ce que j'aime faire. Et donc je travaille par série, donc chaque projet que je réalise, je vais aborder un thème. Globalement, tous mes thèmes parlent du masque. C'est pour ça que mon livre s'appelle Face cachée, parce que je parle du masque qu'on présente au premier abord, des faux semblants, ce genre de choses. Face cachée au pluriel, hein, parce qu'il y a plusieurs Ouais, séries, plusieurs faces cachées. exactement, et que encore une fois, toutes, si on les regarde bien, on parle des faux semblants et du masque qu'on va présenter à la première fois. Par exemple, ma toute première série que j'ai réalisée. Alors, tu le disais en introduction, moi je suis un ancien DA, graphiste, donc mon travail c'était entre guillemets d'être créatif pour des marques, je faisais des pochettes de disques pour Patricia Cass, Indochine, j'ai fait énormément d'affiches pour le parc de la Villette, donc voilà, ça c'était mon travail, et je partais de la page blanche que je noircissais pour créer un visuel. Et j'ai eu envie de raconter mes propres histoires, et je l'ai fait en photo, parce que c'était vraiment un médium qui moi m'a toujours plu, parce que comme tu le disais aussi en introduction, j'ai grandi avec. Même si je suis autodidacte dessus. Et donc, je voulais raconter une histoire sur une famille, sur l'absence, sur un père, dans une famille des années 50 qui était là sans y être. Donc, la série s'appelle La vie ordinaire d'un homme invisible. Et donc, j'ai fait des photos d'une mise en scène. Donc, on a loué une maison à Maison Laffitte, maison très classique, que j'ai pu replonger avec une couleur un peu surannée des années 50. La maison était vide, elle était mur blanc. On l'a retapissée, on l'a remeublée. On est allé chercher du stylisme, on a fait une mise en lumière, bien évidemment. Et tout ça, donc, pour avoir de belles images et tout en ayant ce propos de l'absence. Donc voilà, donc ça, c'est ma toute première série. Et en gros, chaque série se construit un peu de la même façon. J'ai une histoire et je la mets en scène. Mais visuellement, cette absence, et c'est là peut-être que ça reflète bien ton travail, et pour les auditeurs qui ne voient pas là, directement les images pendant qu'on se parle, on peut dire un mot là-dessus, c'est que cette absence, tu la matérialises par des vêtements qui flottent en ce qui concerne l'homme. C'est-à-dire que la famille apparaît, tu vois la femme à table, tu vois les enfants, etc., tu vois le quotidien, mais pour matérialiser cette absence, Ouais. tu fais flotter l'homme invisible, quoi. Voilà. Alors effectivement, j'ai fait un peu de manipulation Photoshop. En tant qu'ancien graphiste, je connais et je maîtrise Photoshop. Après, comme je dis, ça je le précise parce que je fais beaucoup d'expos et je sais qu'il y a beaucoup de préjugés vis-à-vis de ça. Je ne fais pas du Photoshop pour pallier à un manque technique. C'est-à-dire que je fais du Photoshop pour aller illustrer un propos. Je vais, par exemple, moi, il y a un truc qui m'agace quand même, mais bon, c'est moi qui fais un peu le vieux con, mais On verra ça en post-prod. ouais, voilà. Typiquement, ce genre de choses, ou ne pas savoir ce qu'on veut faire au moment de la prise de vue et aller à l'opposé. Si on fait une lumière très contrastée, c'est pas pour essayer de l'adoucir derrière. En plus, ça marchera pas. Et à l'inverse, faire une lumière très douce pour aller contraster derrière, enfin, et ainsi de suite. Je pense qu'il faut savoir où on veut aller dès le début. Et on construit la mise en scène, la direction des modèles, la mise en lumière. Tout doit être pensé, doit être préparé, pensé et visualisé. Moi, je pense qu'on doit visualiser ces images avant de les faire. Enfin, en tout cas, dans la façon dont moi je travaille, je fonctionne comme ça. Après, il n'y a pas de règle, mais moi, je fonctionne comme ça. Bon, on va essayer un peu de rentrer dans le détail de ton processus créatif. Alors peut-être pour démarrer, on va parler de l'une de tes dernières séries qui s'appelle Romance. Est-ce que tu peux nous expliquer, ça représente combien de temps de travail une série comme ça, entre
alors je sais pas comment ça se passe, mais toi qui te réveilles un matin avec une idée qui germe et le résultat final qu'on peut voir d'ailleurs sur ton site internet, hein. Toutes les images dont on est en train de parler, vous pouvez aller les voir sur le site internet de Malo. Mmh. Alors, une idée, en fait, ça flotte, c'est latent, voilà, ce que je dis, une idée, on en a. C'est pas tellement le souci. On a tous des idées et ce qui est important, c'est de faire, hein, parce qu'on peut avoir des super idées, si on n'en fait rien, bah, c'est rien. Donc le plus important dans une idée, c'est de la concrétiser. Et donc déjà, avant même de concrétiser une bonne idée, c'est toujours mieux, mais déjà concrétiser quoi que ce soit. Moi, je prône le faire, je défends le faire, et ça, c'est le moteur pour toute chose. Une fois qu'on a pris l'habitude de faire, on sait mettre en scène une idée. Mes séries en général, pas particulièrement sur romance, mais malgré tout, ça me prend une année parce que je suis seul. Si je bosse pour une campagne de pub, c'est facile, j'ai des moyens tels que je peux mobiliser toute une équipe beaucoup plus rapidement et obtenir tout ce dont j'ai besoin beaucoup plus rapidement. Mais sur mes projets, comme je suis le seul chef d'orchestre, ça me prend en général une année. J'ai 10 mois de préparation, j'ai 2-3 jours de shoot parce qu'on est souvent une équipe d'une vingtaine de personnes, soit dans des châteaux, soit dans... Effectivement, je vais construire un décor dans mon studio, puis 2 mois à peu près de post-production, de finalisation, ainsi de suite. Donc, je fais un gros projet perso par an. Pour parler de romance, là, ça s'appuie plus sur vraiment, on est plus sur on rejoint vraiment le portrait artistique parce qu'on est vraiment sur de la création visuelle. J'ai rencontré un styliste chez qui j'étais allé faire une expo. J'avais exposé des pièces chez lui. Je l'ai découvert, j'ai rencontré son travail qui était absolument fou. Et il fallait absolument qu'on travaille ensemble. Mais c'est comme tout, c'est pas parce qu'on a une envie, il faut que l'idée germe. Et l'idée, ça peut être un peu comme en mode. On peut, par exemple, travailler la mode sur un thème. Le thème, ça peut être les contes de fées. Le thème, ça peut être les saisonnalités. Ça peut être aussi simple que ça. Mais après, il faut pouvoir développer ce thème-là. Et c'est un peu ce qu'on a fait avec ce styliste. Et j'ai voulu travailler. Lui, il a travaillé des manteaux en toile de Jouy, ce genre de choses. Et moi, j'ai voulu associer ça à des peintures flamandes, classiques. Et donc, j'ai fait effectivement tirer une grande peinture flamande sur une bâche de 3 mètres par 3 mètres. Et j'ai fait poser la modèle devant. J'ai créé tout un décor. J'ai posé un parquet. Je suis allé louer des statues. J'ai ramené énormément de feuillage de mon jardin. Parce que, voilà, je pouvais ramener tout ça. Et comme ça, on a vraiment créé une scène complète. Et est-ce qu'il y a un message derrière ou des thématiques qui se dégagent en toile de fond, comme c'est le cas dans Face Cachée? Alors, dans Face Cachée, il y a beaucoup de questions de sensualité, de pouvoir, qui sont des thèmes un peu récurrents chez toi. exactement. Est-ce que Romance, ça dépasse le simple cadre visuel, artistique et va vers ça aussi? Romance, moins. Romance, on est plus dans le travail de mode pour le coup. J'ai plus joué sur cette intemporalité entre ces vêtements qui sont très modernes, très contemporains et qui s'appuient malgré tout sur des tissus très classiques et du coup un décor beaucoup plus classique. J'ai moins de fond, on va dire, sur une série comme celle-ci qui est très fashion que sur mes autres projets où clairement je parle un peu de phallocrate, je parle un peu de sensualité. La sensualité, j'ai encore petite précision, je pense qu'elle n'est pas exclusivement masculine. La sensualité, c'est un rapport homme-femme dont on partage et qui constitue nos vies, hein. C'est pas parce qu'on met de la sensualité que c'est forcément masculin. Bon, on comprend bien, c'est quand même des projets assez ambitieux. 1 an de travail pour monter une série. On va essayer de décortiquer au fur et à mesure toutes les étapes qui se passent pendant ce processus créatif. Et on va commencer naturellement par la partie conception de l'image et peut-être même avant tout par l'inspiration et l'idée originale. Toi, Malo, où est-ce que tu puises ton inspiration et comment naît une idée de photo ou de projet? Est-ce que d'ailleurs c'est l'idée du projet qui naît ou c'est une idée de photo qui amène à un projet? En fait, moi je dis tout part de notre culture. Moi, j'ai une culture depuis tout jeune très classique avec des peintres comme Caravage, des sculpteurs comme Carpeau. Ça, c'est vraiment pour la culture classique. Et en même temps, je suis aussi nourri d'une culture populaire, que ce soit Moebius, même jusqu'à Star Wars. Donc, c'est un mélange de tout ce qui m'a constitué depuis ma tendre enfance, que ce soit du Frazetta, que ce soit des gens comme ça.
Donc ce mélange-là, et donc on a des idées qui sont intéressantes, que ce soit dans l'anticipation. Donc ça peut être donc de la peinture, de la sculpture, de la photographie bien évidemment, du cinéma, de la littérature. Quand on lit Maupassant, par exemple, j'ai une série qui s'appelle In the Mood for Black, alors qu'il y a un gros clin d'œil à In the Mood for Love, bien évidemment, et en même temps qui est basé sur les poèmes de Baudelaire et des paradis artificiels de Baudelaire. Donc c'est simplement une culture, je dirais, qui plonge dans des émotions, dans des atmosphères, et après, il suffit juste de réfléchir à comment les mettre en scène. Est-ce qu'il y a des photographes qui t'ont influencé dans ces domaines-là? Oui. Moi, un photographe qui m'a marqué quand j'étais jeune, c'était Duane Michaels. C'est très différent de ce que je peux faire, bien évidemment, mais j'aimais beaucoup parce qu'en fait, il avait vraiment des narrations. En 4 images, il avait des narrations. Et ça, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Bon, après, beaucoup plus tard, évidemment, Erwin Olaf, Grégory Crewdson, Annie Leibovitz. Voilà, ça, c'est des photographes qui, on va dire, je vais m'inscrire dans cette veine-là. Hein, c'est comme tout, la photo, moi je dis, c'est comme des romans. Tu as autant de photographes que tu as de romanciers. Tu as le roman littéraire, le roman policier, le roman historique, le roman scientifique. Bon, tu as la photo de mise en scène que je vais faire moi, mais tu as aussi la photo de rue, tu as la photo grand reporter, tout ça. Donc, la photo, c'est très vaste. Et donc, je vais avoir des références dans des photographes qui, je vais avoir une affiliation directe, donc Erwin Olaf, mais je vais avoir en fait, tout m'inspire, hein, encore une fois, des sculpteurs, des peintres, des gens qui font des choses même très différentes. Et j'essaye un peu de rentrer dans ta tête là, mais quand tu as une idée qui pop, est-ce que tu as déjà tout de suite, entre guillemets, une espèce de représentation de l'image finale, ou est-ce que tu as juste un concept, une idée, un genre de synopsis que tu dois après essayer de transformer en image? En fait, c'est vraiment, non, j'ai que l'idée, j'ai pas l'image. Et des idées, j'en ai encore pas mal en tête. Et c'est quand je visualise cette idée que je me dis, c'est bon, je peux y aller. Parce qu'il y a des idées qui ne sont pas réalisables, tout simplement. Et est-ce que tu as, par exemple, essayé de mettre tes idées à l'écrit dans une IA pour voir ce que ça rendait avant de passer au processus d'après? Très juste, tu dis pas réalisable aujourd'hui, tout semble réalisable. Ouais, mais là, moi, j'ai un problème avec l'IA. Hein. J'ai un profond problème avec l'IA. On fait une courte parenthèse autour de l'IA, parce que ça peut très vite dériver. Courte parenthèse sur l'IA. L'IA est une des choses les plus délétères qui existent. La création était le propre du vivant jusqu'à présent, et maintenant la création est remplacée par l'IA. Encore une fois, je disais, j'étais un ancien DA, j'avais des gens qui venaient me demander donc, de bosser, j'avais des phrases aussi absurdes que « fais-moi un truc génial », donc ce qui ne veut strictement rien dire, et donc il fallait aller puiser, chercher l'information, gratter pour comprendre ce que voulait la personne. Aujourd'hui, on peut dire à une machine « fais-moi un truc génial » et elle le fait, et c'est génial. Donc c'est un problème. Moi j'ai mes enfants, ma fille dessine, d'ailleurs je vous invite à découvrir son travail, elle a un vrai travail, elle a une vraie patte. Mon fils fait de la musique, et quand il voit l'IA, il me demande, mais papa, pourquoi on passe des heures à travailler notre dessin ou la composition? Et je leur dis, parce qu'on vous l'enlèvera jamais ça. Mais par contre, l'IA est délétère. Très délétère. Elle sera destructeur pour beaucoup, beaucoup de gens. Même les gens, il y a un créneau à prendre pour les gens. Faites de l'IA. Vous avez raison parce que c'est le moment. Faites-le tant que vous pouvez parce que bientôt on n'aura même plus besoin de vous pour le faire. Mais de toute façon, c'est pas vous. Ça va détruire tout, la création. Est-ce que toi, du coup, tu vas revendiquer cette création artistique d'une certaine manière, c'est-à-dire aller encore plus loin dans ce que tu fais pour te démarquer de l'IA, ou revendiquer un petit peu plus ton statut? Moi, je suis dans la seconde partie de ma vie, donc d'une certaine façon, j'ai pas à me battre. Encore une fois, je le disais pour mes enfants. Moi, je vais continuer pour moi, dans mon coin, à faire ce dont j'ai envie. Par contre, je vais y perdre très clairement toutes mes commandes. Ce que j'ai fait pour du champagne avec ma décoratrice, quand on fait tout un set, on va penser quelque chose. Et là, n'importe quel client, sans aucune compétence artistique, mais c'est-à-dire même en termes de conception, il y a beaucoup de gens qui, techniquement, ne savent pas faire, mais ont qui peuvent avoir l'idée de faire. Et puis qui ont même un œil. Une sensibilité pour ça. Et il y en a qui n'ont rien du tout. Et là, même quelqu'un qui n'a rien du tout va pouvoir dire c'est moi qui l'ai fait. Alors que c'est Midjourney qui va l'avoir fait, pondu un texte par... c'est terrible. C'est terrible. Bon, en tout cas, voilà, vis-à-vis des idées, il faut évidemment savoir raison garder, trouver le juste équilibre entre faisabilité technique et puis aspect économique, évidemment, du projet. Toi, tu passes par des outils, genre tu écris beaucoup, tu fais des dessins.
Comment tu passes de l'idée à la suite? Est-ce que tu fais des mood boards? Est-ce que, c'est à ce moment-là que peut-être tu t'entoures déjà avec, je sais pas, peut-être des directeurs artistiques pour t'accompagner, des stylistes, des machins? Comment ça se passe là, ce passage de l'idée, du synopsis à: «Ah tiens, on va aller vers là»? Bon, moi, je suis un opportuniste de l'occasion quand même, hein. C'est-à-dire que, comme je disais, j'ai pas mal d'idées. Et puis, quand je visualise cette idée, ça veut dire qu'elle est suffisamment mûre, c'est-à-dire qu'elle est réalisable déjà. Je peux la voir, aussi compliquée soit-elle. Et après, c'est par opportunisme. Je me balade, je découvre une maison, un château. Je me dis, mais tiens, mais c'est le projet que j'avais, l'idée que j'avais, elle convient parfaitement ici. Donc, ça, c'est l'occasion qui fait le larron, on peut dire. Maintenant, il y a des projets, je ne vais pas attendre d'avoir, trouvé l'occasion qui s'est présentée à moi. Non, il y a des fois, je vais vraiment dire: «Bon, maintenant, je veux créer ce projet-là» et donc à ce moment-là, oui, je vais faire un synopsis, je vais écrire un petit scénario, je vais, soit moi faire un storyboard, à la version Monsieur Patate ou je vais demander à ma fille, parce qu'elle me fait ça très bien, de me faire un petit storyboard. J'avais même voulu faire un petit court métrage et donc je lui avais fait un storyboard. Mais bon, voilà, donc je peux m'appuyer sur des compétences, mais un monsieur patate suffirait largement. Et une fois que je suis lancé, bon, bah, c'est toujours le souci. Quand vous avez un client, vous avez un budget, il est facile d'aller trouver un lieu, hein. Vous mettez une enveloppe en face. Moi, je suis un artiste, alors j'aime bien provoquer, donc je suis un crevard comme tous les artistes. Et donc, en gros, je cherche des solutions, donc je fais des échanges. Par exemple, je vais trouver un lieu, je vais aller les voir. D'abord, je vais leur dire qu'il faut soutenir la création. J'ai dit: «Vous avez un lieu, moi je suis un artiste, il faut aider la création». Ensuite, je vais leur expliquer que, bah, ils ont ce lieu, moi j'ai des compétences, il y a sûrement des échanges à faire. Donc on fonctionne beaucoup beaucoup comme ça, je fonctionne énormément, C'est ça qu'on appelle la collab dans le game là, un c'est plus peu de la oui, de alors, la photo là? là, on n'est plus dans la collab parce que là, on est vraiment dans l'échange de, tu me donnes telle chose, je te donne telle chose. Ouais. La collab, c'est on fait quelque chose en commun, alors, sous le couvert bah, là, moi, sur mes projets, mais tout le monde va en sortir quelque chose. Et effectivement, j'ai par exemple, mon styliste avec qui je travaille très régulièrement, a bossé pour moi, parfois en collab, donc gratuit. Et moi, j'ai bossé pour lui en échange, gratuit, mais c'était même pas, marqué sur le papier, c'était pas contractuel, c'est juste que ça Mmh. se fait comme ça. Et je précise aussi, je fais des collabs avec des gens avec qui n'ont jamais bossé pour moi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un rendu, un prêté pour un rendu. Non, on a une mentalité où on a des gens des fois qui interviennent pour nous avec tout leur talent. Et ben, faut le faire avec n'importe qui d'autre quand on est en adéquation avec le projet. Et là, on parle de collab, les stylistes ou éventuels graphistes, ils interviennent dès le storyboard dans le Non, projet? non, 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 là, je fais tout seul. Les fameux 10 mois de présentation, les fameux 10 mois de préparation, je fais tout seul. Alors là, je vais même faire une feuille de service. Je vais tout faire, la feuille de service. Bon, maintenant, je suis un peu plus rodé, donc je suis plus détendu. Mais quand j'ai fait ma toute première série, Une vie de château, on a loué 3 jours. Le château de Ferrières-en-Brie, c'est le château des Rothschild, qui était vide. Il a fallu que je trouve 2 Ouais. camions de Là, c'est meubles. un tournage quoi. Oui, c'est un tournage. Faut On est... optimiser Ah la ouais, moindre seconde, voilà. il y a Donc chaque ouais, minute coûte de l'argent quoi. Donc il faut une feuille de service. On peut Il pas y a arriver quoi avant. sur cette feuille de service? Tu peux nous décrire Alors, rapidement ouais, en quoi ça matinée, consiste? jour 1, matinée, shoot 1, tel modèle, tel vêtement. Et alors, évidemment, je regarde, j'avais fait un repérage est-ouest pour regarder la lumière, comment elle rentre, bien évidemment. J'ai aussi pris en compte le fait que les modèles, les femmes allaient être plus lentes à être préparées, forcément. Donc, j'ai commencé par les hommes seuls, pendant que les femmes se faisaient maquiller, coiffer. Donc, tout ça, je le prends en compte. Et après, il fallait que je prenne en compte aussi, parce que j'avais une chronologie, j'avais vraiment une narration dans ma série photo, parce qu'on va vraiment du matin au soir. Donc aussi de ne pas faire passer la modèle avec une coiffure très apprêtée pour quelque chose de beaucoup plus décoiffé derrière. Il fallait qu'on aille dans le bon sens. Et donc, on n'a pas shooté de façon... Un peu comme au cinéma, on ne shoote pas de façon raccord par rapport à ma scène, on shoot de façon pratique. Voilà. Donc, Ah, on se rapproche vraiment d'un tournage. Ouais, c'était complètement ça. comme tu disais. Donc là, la feuille de service primordiale pour ce contexte-là. Bon, évidemment, hein, quand tu travailles sur tes propres séries, bah, tu es en quelque sorte le seul maître à bord. Mais quand un photographe travaille pour un client, bah, il doit répondre à un brief, essayer de comprendre ses envies, trouver le bon équilibre entre ses attentes, son budget et ses délais de production. On a échangé avec la photographe plasticienne qui s'appelle Laura Bonnefou, qui est également ambassadrice Fujifilm, et nous lui avons demandé de nous parler de elle, son processus créatif dans ce cas de figure. On l'écoute.
Alors le processus créatif de mes images, que ce soit, sur mon travail personnel ou sur mon travail de commande, finalement est pas vraiment très éloigné. Après ce qui va changer principalement entre les 2, ça va être aussi une question de temporalité et en effet une question d'interlocuteur. Parce que sur mes séries personnelles, en effet, je vais vraiment être face à moi-même, je réponds pas à une commande. Après le processus créatif en lui-même, c'est vrai que chez moi, il se ressemble quand même. C'est-à-dire que je vais être dans une image où, il va y avoir beaucoup de recherches avant. Je suis dans une image que je vais construire et c'est vrai que j'ai vraiment, cette pratique-là, dans ma photographie qui est que c'est presque comme si je partais d'un white cube, je pars de quelque chose d'assez pur et je vais composer. Alors moi, ma matière première, c'est le réel, vu que je fais de la photographie, mais c'est vrai que voilà, je vais jouer avec le réel, je vais essayer de le comprendre, de le déconstruire et puis de le reconstruire un petit peu à ma manière. Dans le travail de commande, c'est vrai que c'est un tout petit peu différent parce que les périodes sont beaucoup plus courtes et puis on répond à un client, on répond quand même à quelqu'un qui a un univers, qui veut, qui m'appelle souvent pour mon écriture, mais l'idée c'est de voilà, de recouper et l'écriture de la personne pour qui je vais travailler et la mienne. Donc mais là aussi, on va être dans une recherche au préalable, dans un travail de construction qu'on va faire main dans la main pour obtenir la série, l'image, hem, qui va, heu, qui va créer la campagne. Quand je commence une série, je me dis: «Voilà, j'ai envie d'aller dans cette direction-là». Je ne sais jamais exactement à quoi ça va ressembler à la fin. Il y a quelque chose d'un peu intuitif. Je sens que j'ai envie d'aller dans cette direction et puis on y va et je me laisse quand même aussi un peu porter par le projet parce que je trouve que derrière toutes ces recherches que je fais au début, derrière toute la construction de la série que je vais faire, au moment où je me lance dedans, je me laisse quand même aussi de la liberté parce qu'il y a des très belles choses qui apparaissent et puis parce que dans des sujets forts, on a toujours plein de surprises. Tu es d'accord avec ça, Malo? Finalement, on comprend bien que c'est des projets, grandioses, avec énormément d'intervenants. J'imagine tu essaies quand même de tout contrôler, tout préparer, au mieux. Puis une fois que tu es arrivé au moment de la prise de vue, est-ce que tu te laisses cette part de: «OK, en fait, je vais me laisser un peu aller là parce que, ça se trouve, les gars qui sont à côté de moi, ils ont pensé à un truc auquel j'avais pas pensé, qui est, 1000 fois plus intelligent que ce que j'avais pensé. Je vais, voilà, me laisser aussi, me libérer de ma préparation pour, voir où ça va, quoi». Il faut complètement laisser la place à la spontanéité parce que ça peut apporter des choses qui sont magiques. Il y a aussi autre chose, il faut bien tout préparer, mais il ne faut pas être un dictateur non plus. Alors après, ça dépend, on connaît des Kubrick et des gens comme ça qui sont de vrais dictateurs en réal. Mais moi, je pense que, par exemple, sur une équipe, moi, j'ai beau tout préparer, je fais un mood board. Alors, je donne des intentions à mon maquilleur. Explique ce que c'est un mood board pour nos auditeurs. Alors, un mood board, je vais, par exemple, donc moi, je vais raconter ma scène et je vais ramener, par exemple, des photos références pour la lumière, des photos références pour le jeu des comédiens, des photos références pour la coiffure, des photos références. Donc, il n'y a aucune de ces photos qui va être celle vers laquelle on va aller, mais chacune de ces photos, alors photos, peinture, tout ce qu'on veut, hein, bien sûr. Ouais, ouais. Ça peut même être une phrase. Encore, quand je parlais de Baudelaire tout à l'heure, quand j'ai fait ma série Black, c'était des phrases. Ça donnait le mood, l'émotion, le mood, c'est vraiment ça. C'est l'humeur, oui, Voilà. en anglais. Ouais. C'est Exactement. donner un petit peu le ton et la tendance vers laquelle tu veux aller. Complètement. Et c'est l'idée, par quelques images et quelques mots, de donner la compréhension à tous, à l'équipe, de ce vers quoi on va aller. Donc c'est vraiment ça. Et même pour un client, hein, pour un projet commissionné de la même façon. Et donc pour revenir sur ce côté liberté, bah, moi je suis pas coiffeur. Donc je vais donner des intentions de coiffure que je veux avoir. Et mon coiffeur, lui, il est plus compétent que moi dans son domaine. Il est en capacité d'aller... Lui, il fait une veille dans la coiffure que je ne fais pas. Moi, je vais aller regarder 2-3 trucs, je vais dire, tiens, ça, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Il va me dire, ah, mais j'ai des propositions à te faire. Donc, c'est des gens qui ont du talent. C'est des gens qui ont un savoir-faire. Ne pas les écouter, à mon sens, serait une erreur. J'aime énormément ce partage. Par contre, il faut gagner leur confiance. Enfin, moi, il faut que eux plutôt gagnent ma confiance pour que je les écoute. Mais bon, maintenant, je les connais. C'est que des équipes. D'abord, on est tous des amis et c'est des gens extrêmement compétents. Donc, je leur dis ce que je souhaite avoir initialement et je les laisse me porter plus loin. Ça, c'est pour les intervenants, pour dire qu'il faut laisser la place à tout le monde parce que tout le monde va apporter plus loin. Le styliste, la déco. Avant, je faisais tout seul. Maintenant, j'ai des équipes. Ça permet d'aller plus loin. Et ensuite,
au moment du shooting, je vais être très directif avec les modèles. Je vais prendre la place de chacun. Je vais les emmener exactement là où je souhaite aller. Et après, je vais leur laisser. Alors, ça dépend un peu des shoots, mais soit j'ai vraiment ma scène, c'est très précis, et là, moi, je sais exactement ce que je veux, et j'ai pas besoin qu'ils me proposent autre chose que ce que je souhaite. Mais je vais quand même laisser maintenant, selon les shoots que je vais réaliser, notamment romance, là, je vais vraiment laisser la modèle, une fois que je lui ai donné l'intention, me proposer des choses. Le langage corporel d'une modèle est très différent d'un modèle à un autre. Et donc, ça aussi, c'est une richesse. Donc, savoir observer, savoir s'adapter. Parce que très souvent, on fait venir des modèles, on ne les connaît pas avant le shoot. Donc, on les a choisis sur Book. Bon, on les a bien choisis pour quelque chose. Et puis, il se trouve que sur le moment, cette modèle va proposer autre chose. Et il faut être attentif pour dire, bon, ça convient, parfait, ça ne convient pas. Comment je peux utiliser ça pour en faire quelque chose qui va être un plus. Là, tu parles de direction de modèle. Tu peux pas laisser de place à la spontanéité. Par exemple, quand tu reproduis 2 fois la même image, c'est-à-dire un groupe de plusieurs personnes qui portent des vêtements, et puis sur la seconde image, qui sont exactement à la même place, même position, même point, et complètement nus. Et ça doit être. Là, on est dans l'artisanat finalement. Oui, on est dans la création pure, quoi. Oui. Concrètement, comment tu shootes ça? Alors là, la petite histoire, la série s'appelle Sans dessus dessous, les conventions mises à nu. On est au château de Maison Lafitte, donc c'est les monuments nationaux. Donc voilà, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, un échange. Les monuments nationaux, le château est accessible, mais il a un prix. Et donc, moi, j'ai des compétences. On a échangé les journées de location par de la compétence. Je refais le petit point parce qu'on parle de la série. Avec ma déco, alors moi j'avais travaillé toute la scénographie au préalable, donc le fameux mood board. On est allé chez des loueurs de cinéma. On est allé louer des girandoles, on a loué des poulardes, on a loué des tentures, on a loué des meubles parce que le château était vide également. On a ramené 2 camions de meubles également. Et arrive le jour J, donc tout le monde, le matin, frais, pimpant, content, heureux. Donc pendant que la Glam Team travaille avec les modèles, Glam Team, maquilleur, coiffeur, styliste, tout ça. Donc la déco, mes assistants pour la lumière, moi-même, on est en train de monter donc le set. On monte le set, on prépare tout, on fait la mise en lumière. C'est pas évident dans une immense salle, c'est comme un gymnase. Éclairer un gymnase, c'est pas gagné. On fait tout ça. Arrive toute l'équipe, on met tout le monde en scène, donc tout le monde est habillé, paré, maquillé. Là, pour le coup, je suis très, très, très directif, parce que je sais exactement où on va aller, donc je prends la place de chacun des modèles. Je prends la place et je le fais poser. Alors ça, je me garde la spontanéité de l'attitude sur place, parce que j'ai besoin d'avoir l'angle, j'ai besoin de vivre. Moi, j'ai énormément besoin de prendre la place des modèles pour voir ce qui est possible ou non, si c'est naturel, pas naturel. J'ai du mal à le faire sur un mood board, ça, je peux pas le faire avant d'être sur place. Donc ça, je vais vraiment décider sur place de la position, l'attitude de chaque modèle, et je vais tour à tour prendre chacun des modèles la place. On va faire des petits marquages, parce que donc là, l'idée, c'était habillé, nu, exactement la même photo. On fait des marquages, la main à tel endroit. Je leur dis, si vous croisez les doigts, il va falloir les recroiser. Si vous mettez le pied de telle façon, il faudra le refaire. Et donc, on pose des marquages partout. Chacun est placé. Arrive le moment du shoot. Ils sont 6 sur scène, donc c'est quand même pas rien. Et donc, je vais m'occuper chacun d'eux séparément. Tout le monde va garder la place, tout le monde connaît sa pose, tout le monde connaît sa partition, en gros. Moi, je suis vraiment le chef d'orchestre, donc tout le monde connaît sa partition. Et je vais m'occuper, modèle A. Je vais shooter une dizaine d'images pour le modèle A. On va passer modèle B. On va shooter une dizaine d'images modèle B. Et tout le monde doit garder sa place malgré tout. Et puis après, une fois que j'ai fait tout le monde habillé, tout le monde à poil, tout le monde se déshabille, on reprend la même pose et on recommence. Modèle A, modèle B, et ainsi de suite. Bon. Alors, on va rentrer un peu dans la technique maintenant et on va commencer par parler de l'éclairage fondamental. Évidemment, le travail de la lumière pour toi. L'éclairage, c'est ce que tu fais en premier, j'imagine. Comment ça se passe? Tu as des assistants, tu sais exactement ce que tu veux à l'avance ou tu composes sur place directement? Alors, je suis très système D, justement. Tu vois, toute la préparation dont je parlais, elle est plus dans le déroulé de la journée, dans le mood board, bien sûr. Mais après, moi, je suis vraiment au doigt mouillé. Donc, t'emmènes une quantité X de matos en te disant, bon, j'ai tout, je peux potentiellement tout faire, mais ça se trouve, je vais juste utiliser une torche. Potentiellement, bon, je sais quand même ce que je vais faire. C'est un peu, mais oui, c'est un peu tiré comme ça. Parce que doigt mouillé, ça représente pas vraiment ton travail, si je puis me permettre.
Non, on mais n'y croit pas trop. mais pourtant je le suis quand même beaucoup, malgré tout. Mais non, bien sûr, je regarde quelle set lumière je vais faire globalement, mais je peux pas le dire dans le détail. Et par exemple, j'avais fait une série, on avait une quinzaine de flashs, une dizaine de flashs. Ouais, il y avait et puis, j'éclaire une fenêtre et une autre et je fais un workshop où j'explique. Et j'avais un parapluie et puis une boîte. Pourquoi vous n'avez pas pris les... Je dis, parce qu'il me restait ça, c'est tout. Et je m'en fous. En gros, moi, le moyen n'est pas la source de création. Le moyen, c'est juste une façon de faire. En fait, moi, comme je dis, le matériel, je suis pas très... Enfin, si, je suis technique, mais je me fous du matos. Je suis pas geek du tout. Le meilleur appareil, c'est celui que j'ai dans les mains. Bon, quand même en l'occurrence, c'est un GFX. Oui, voilà, mais ça, je vais aller. Voilà, le moyen format GFX, je l'ai vraiment choisi, pas pour rien. Mais ce que je veux dire, c'est que, mais par exemple, sur une optique, focale fixe, zoom, télé, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais je comprends. qu'il ait tel ou tel piqué, de toute façon, je vais retravailler en post-prod derrière. Et voilà. Bon, bref. Bon, je m'égare un peu, mais donc, en gros, la lumière, principalement, la première chose que je vais faire, c'est mon cadrage, bien sûr. Le cadrage, je vais voir où je vais positionner mes personnages. Et là, je vais constituer la lumière. La lumière, c'est l'émotion. Elle est primordiale. Surtout quand on commence à faire des shoots où ça bouge un peu. La lumière du jour a la fâcheuse tendance de bouger, donc on la subit. En plus, on en parlait tout à l'heure sur le 50 mm 1.4. Moi, je travaille plutôt sur des petites ouvertures parce que je veux des profondeurs très grandes, voire même je vais faire du stacking si j'en ai le temps. Donc, en gros, j'ai besoin de puissance. J'ai besoin de pas subir la lumière et même je peux pas la subir parce que j'utilise tellement de puissance que la lumière du jour ne suffit pas. Donc, je vais vraiment placer mes flashs et c'est pour ça, par exemple, si on regarde ma série Animalité, la toute première photo, on est dans le grand salon, il y a 3 énormes flashs dehors qui simulent mon soleil. J'ai des flashs dedans qui tapent au plafond pour faire mon contraste. J'ai un cadre 2 mètres par 2 mètres avec une énorme boîte derrière qui va faire un jus. Donc, je vais constituer un jus de lumière à l'intérieur et ensuite, je vais faire mes principales qui vont faire le volume. Et après, je vais rehausser chacun de mes personnages parce que je vais faire en sorte que ma scène soit très légèrement sous-ex, l'ensemble, pour rehausser très légèrement mes personnages et les mettre un peu plus puissants. Et ça rappelle, moi qui aime bien la peinture classique, ça rappelle un peu les tableaux classiques qu'on peut retrouver au Louvre et autres, qui est qu'on a une scène globalement qui est un peu sombre et on va rehausser les sujets. Très bien. Et alors du coup, ça c'est pour la lumière. Maintenant le matos de prise de vue. Et on va pareil, c'est celui qu'on a dans les mains. Enfin, t'as pas n'importe quoi dans les mains. Non, ton smartphone, quoi. GFX, c'est vraiment nécessaire d'avoir un moyen format de 100 millions de pixels pour toi ou pas? Très clairement. Pourquoi? C'est la finalité en fait, c'est toujours la finalité qui compte. Moi, ma finalité, c'est des tirages d'art. On est sur des formats qui vont du 60-80 au 150-200 sur du papier fine art. Voilà, et donc il faut une qualité qui ne souffre pas le moindre défaut. J'ai commencé en 24-36. Alors évidemment, 24-36, j'avais la souplesse, je bossais à main nue, j'allais très vite. À main levée, tu veux dire? À main levée, ouais. Oui, je bossais à main levée, et j'allais beaucoup plus rapidement. Malgré tout, je posais toujours un pied parce que mes scènes sont quand même très posées, mais après, je pouvais me balader facilement. Et puis, pour vous raconter l'histoire du GFX, je suis passé au moyen format pour une question de qualité d'image, pas que de pixels, hein, la dynamique. La plage colorimétrique, véritablement, hein, ça c'est essentiel. J'avais écouté un de vos épisodes sur les optiques où il était question de piqué et de contraste. Moi, le piqué est plus important, même si en soi, c'est pas ça qui va m'intéresser. Je préfère une image douce, piquée, qu'une image contraste avec moins de piqué. J'aime le moyen format parce que globalement, les images sont beaucoup plus douces. On parle de modelé souvent, propre au moyen format. Mais parce que c'est la dynamique et la plage colorimétrique. En fait, moi, alors je suis pas du tout ingénieur de quoi que ce soit, mais si on va de 1 à 100 pour une plage colorimétrique et sur un autre appareil, on va de 0 à 1000, ça veut dire qu'on a des nuances qui sont plus subtiles. Donc ça paraît plus... Les transitions, en fait, paraissent plus naturelles. C'est ça. Il y a moins de rupture. Voilà. Et donc on a un contraste moins fort, mais le contraste, il est facile de le faire en post-prod, on peut le réaccentuer. Alors que l'inverse, si on a une image qui est contrastée, on est couillonné, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. On pourra faire ce qu'on veut, on ne va pas décontraster une image. Enfin, on va la décontraster, mais on ne va pas réobtenir d'infos. Là, on a le moyen format. En plus, avec le GFX en 16 bits, on a vraiment une quantité d'informations extraordinaire.
Et toi qui fais des scènes, des mises en scène très posées pour le coup, même si parfois, on l'a compris, tu laisses de la place à la spontanéité, au moment de la prise de vue, tout est très quand même figé. Donc, est-ce que le mode pixel shift qu'on a sur les GFX, c'est quelque chose que tu as déjà utilisé ou qui pourrait t'intéresser? Parce que tu passes de 100 à 400 millions de pixels. Alors, j'ai de l'humain, donc c'est un peu compliqué malgré tout. Pas cligner des yeux, quoi. Voilà, donc je pense qu'il y aurait des choses à faire. Je ne l'ai pas utilisé, mais moi, plus tu me donnes de pixels, je l'utilise. Voilà, donc effectivement, encore une fois, tout est une question de finalité. J'en parlais avec un ami là, il n'y a pas longtemps. Lui, il fait du fashion. Et je lui dis, mais non, dans ton workflow, alors avec le nouveau, justement, si. Avec la vélocité du nouveau, déjà, hein, le premier quand même. Mais si on n'a pas l'utilité des 100 millions de pixels, c'est pas forcément ce sur quoi il faut se baser. Encore une fois, c'est la finalité qui fait le choix d'un appareil. Et là, on a quand même un appareil qui était quand même relativement véloce dès le premier, le 100S encore plus, et là, le 102 va l'être encore plus. Et pour finir sur la chronologie de pourquoi je suis arrivé sur le moyen format, donc je suis passé sur le moyen format pour cette qualité dont on parlait, mais je suis pas allé sur des moyens formats classiques à la base, donc c'est des gros cubes avec un collimateur central, donc j'avais perdu toute Les spontanéité. appareils par assemblage, là. Bah, On tu prenait parles un d'un- dos, un un rasoir, boîtier, voilà, machin, voilà, quoi. voilà. Ouais. Voilà, pour ne pas le citer, mais voilà, des choses comme ça. Et effectivement, bah, tu peux pas. Tu as un collimateur central, tu as une qualité d'image extraordinaire, mais tu n'as aucune souplesse. Et donc, j'avais perdu vraiment en spontanéité. Et le GFX, pour moi, a été vraiment salvateur parce que, en fait, il a été le meilleur des deux mondes. La qualité du moyen format avec la souplesse et l'utilisation du réflexe. Et donc, voilà, tu as des collimateurs dans tous les sens, tu peux le travailler à main levée. Donc, on peut bosser sur pied. On ne transige pas sur la qualité avec une souplesse d'utilisation. Donc, ça a été pour moi extraordinaire. Puis il y a aussi un côté, il y a une espèce d'héritage de ce format, de ces appareils qui ont toujours été utilisés en studio, notamment pour la photographie de mode. Je pense qu'il y a aussi une part peut-être un peu inconsciente d'objets statutaires qu'il est important dans certains cas, notamment peut-être sur des travails un peu commissionnés. Ah Où bah, on très a clairement, besoin de faire un peu de show-off vis-à-vis du client clairement. et d'arriver avec pas l'appareil que son beau-frère a exactement pour faire le boulot. Puis c'est des appareils qui sont je veux dire, quand même conçus avant tout peut-être pour être utilisés en studio. Ouais. C'est redoutable en connecté ces trucs-là. Ah ouais, c'est terrible. Mais c'est très clair, hein, c'est très vrai ce que tu dis dans le sens où moi, quand je fais ma liste matérielle, enfin quand je fais un devis, je fais ma liste matérielle et je précise GFX 100. C'est-à-dire que pour un client, une campagne de pub, le moyen format est une garantie de qualité. Ouais. Bon, alors voilà, maintenant tout est bien calé, ta lumière, ton décor. On arrive au moment de la prise de vue en elle-même, et puis c'est l'entrée en scène des modèles, des comédiens. On peut les appeler de différentes façons. Alors finalement, que l'on photographie des modèles amateurs, que l'on photographie des modèles professionnels, des gens que l'on connaît personnellement ou qui nous sont étrangers, que ce soit des gens célèbres ou pas, il va falloir d'une manière ou d'une autre les diriger un peu, beaucoup. Il y a différentes façons de le faire et c'est l'une des facettes très particulières de ce métier ou de cette particularité de portraitiste. Je vous propose qu'on écoute le témoignage de nouveau de Virgile Guignard qu'on a déjà entendu en début d'émission et il nous explique comment lui, il travaille avec ses modèles. On l'écoute. Je crois que plus qu'une direction, il y a vraiment l'idée d'essayer de faire retranscrire la personnalité de la personne. Pour moi, en tout cas, d'essayer de rendre toujours le moment le plus intime possible, le plus personnel. Et pour ça, bah, ça passe toujours par de la discussion, par essayer de montrer où ta première idée était, où est-ce que tu as envie d'aller quand tu composes l'image. Mais il faut que la personne se sente toujours très à l'aise dedans. Moi, je travaille pas du tout dans la contrainte. J'ai toujours envie qu'il y ait un truc très positif. J'ai pas envie que la personne se sente forcée de faire un truc avec lequel elle est pas très très à l'aise, de montrer des références, des choses que j'aime bien, des premières idées que j'avais eues. Si c'est quelqu'un de connu, des choses que j'ai vues de cette personne qui m'ont touché, qui m'ont inspiré. C'est une discussion. Essayer de faire oublier tout ce qu'il y a autour, souvent. Que ce soit le stress de la personne, ton propre stress quand tu shootes quelqu'un qui t'impressionne beaucoup. J'ai un drôle de rapport avec mes appareils photo. Moi, je shoot qu'en focal fixe.
Je shoote avec 2 GFX, notamment et donc j'en ai un qui a un 45 mm et un autre qui a soit un 80 mm, soit un 65 et bientôt j'espère le 55. Je crée souvent un cadre et je sais que je vais me déplacer autour. Disons que je crée mon petit espace de jeu, souvent un petit cercle invisible. Je sais à peu près comment vont réagir les lumières, qu'est-ce qui va en ressortir. Tu vois, quand tu shootes quelqu'un avec une lumière frontale ou en contre, tu mets en profil, ça va pas être la même chose. Mais je joue toujours autour de ça et j'essaie toujours de créer des moments qui ont l'air d'être le plus simple possible. Après, avec un petit peu d'expérience, tu connais un peu les visages, tu ressens assez vite le profil qui marche un peu mieux, si elle est plus à l'aise de face. Même si quelqu'un est timide, tu peux un peu jouer autour et tu sens qu'il y a des poses avec lesquelles la personne sera plus à l'aise. Voilà, mais mon idée toujours, c'est que la personne, quand elle voit l'image, se reconnaisse en fait. Bon, voilà un témoignage intéressant. Vous n'avez pas tout à fait la même manière de travailler, toi et Virgile. Par contre, moi, là, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, au moment où tu shootes, comment ça se passe, en fait? Combien de temps durent les sessions? Est-ce que tu shootes beaucoup? Quand est-ce que tu sais que tu as la bonne? Comment ça se passe à ce moment-là? Ça, c'est le moment de grâce. Non, mais ça, c'est vrai. Hein. Moi, je fais ce métier-là et je fais ces projets personnels pour ça. C'est quand d'un coup, je vois l'image se créer. C'est-à-dire qu'on a toujours le stress quand on est en train de construire, surtout quand on a mobilisé toute une équipe comme ça dans un château, enfin plein de choses. Et d'un coup, on met la lumière, on cherche encore, je tâtonne. Tu me demandais pour la construction de la lumière, je place mes flashs, je dis exactement où ils doivent être, je dis à quelle puissance, mais c'est mes assistants qui font parce que moi, je suis derrière l'appareil, donc je fais travailler des gens autour de moi. Après, ils sont pas là, je le fais moi, mais c'est plus lent. Pour petit aparté par rapport à tout à l'heure. Et le moment de grâce, quand d'un coup, tu cliques et tu dis, ça y est, on y est. Et là, c'est intense. Ce moment de bonheur où tu vois l'image qui s'est construite, tu dis, j'ai fait ça pour arriver à ce résultat-là. Donc, tu sais que tu es allé d'un point A à un point B qui est tout à fait ce que tu recherches. Et là, c'est vraiment beau. Et tu te fies à l'ambiance autour de toi, par exemple, tous les collaborateurs qui peuvent regarder l'image aussi. Tu fais un peu attention alors, j'ai leur émotion sur le moment. Oui, alors je suis toujours très. Moi, je suis dans l'écoute, je suis dans le partage globalement. Je suis pas du tout un despote. Et il est pour moi très important que tout le monde soit heureux. C'est-à-dire que mon premier public, c'est l'équipe. Pour moi, c'est essentiel. Évidemment, je fais le projet, je fais tout, mais il faut que tout le monde soit heureux. Et je rejoins un peu ce que vient de dire la personne juste avant, qui est que lui, c'est autre chose parce qu'il travaille pour des gens, mais il a besoin que les gens soient heureux. Même si là, je fais travailler les gens dans mes projets, j'ai besoin que tout le monde soit satisfait du travail fourni. Après, moi, les modèles que je mets en scène dans mes projets perso, c'est pas eux que je mets en scène. Je leur fais jouer un rôle de comédien. Quand je photographie dans d'autres projets, dans des clients, je fais même du portrait, hein, ça m'arrive. Et effectivement, là, c'est la personne. Donc là, je rejoins complètement ce qu'il a dit. C'est un dialogue, c'est un échange. Et de ce dialogue, il faut d'abord mettre la personne à l'aise. Il faut lui faire oublier le matériel, il faut lui faire oublier tout ça pour faire ressortir. Donc, c'est la petite blague, c'est le petit moment partagé, c'est l'échange. Et effectivement, aller se promener après autour. Donc, c'est aussi la différence dans mon travail. On le voit différemment. Et le GFX m'a aidé à sortir mon boîtier du pied pour aller me balader un petit peu plus autour. On le voit donc dans la série Romance dont tu parlais. Et on le voit également dans la série Obsession que j'ai fait pour Profoto, pour les générateurs Pro 11. Et là où j'ai vraiment fait des scènes et je me suis baladé autour. Et on le voit dans certains making-of sur ton site, on te voit bosser un petit peu. Oui, les making-of, c'est bien à voir. C'est de bons outils. C'est chouette. Bon, on arrive maintenant à la dernière étape du processus de création, la post-production, qui consiste évidemment dans un premier temps à faire l'editing des images que tu as réalisées et choisir les heureux élus qui auront le privilège, l'honneur de passer à la phase de retouche avant d'arriver au résultat final. Malo, c'est quoi la place que tu accordes à la post-production? Est-ce que tu es plutôt, mais tu as déjà commencé un peu à nous le faire comprendre de la team, tout ce qui peut être fait à la prise de vue n'est pas à faire en post-production? Ou est-ce que tu es plutôt de la team, bon, on verra ça en post-prod? Non. Il faut tout faire avant. Moi, j'aime le réel, j'aime le concret. Alors, c'est vrai que j'utilise la post-prod, hein, je le fais réellement. Mais ça ne doit pas être un palliatif, encore une fois, pour une incompétence de quelle qu'elle soit. Voilà.
Il faut. Alors c'est marrant parce que je suis assez contradictoire dans mes propos. Je suis pas, je vais dire, je suis pas technique, je suis pas geek, mais en même temps, il faut que tout soit parfait. Donc, c'est juste pour essayer de décomplexer un peu les choses en disant, voilà, le plus important, je le disais tout à l'heure, c'est de faire. Mais par contre, une fois qu'on se lance, on n'y va pas à moitié. Hein. On réfléchit, on fait les choses au mieux. Donc non, tout est prévu au maximum. Et après, bien sûr, la post-production. Moi, je dis, quand je fais L'Homme invisible ou les personnages à tête de félin, Méliès faisait tout ça sous celluloïd. Méliès, en 2021 ou 2023 même, il bosserait avec Photoshop. Donc voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas de problème à faire du montage. La post-production, c'est deux choses. C'est d'abord le développement. Maintenant, il n'y a plus de laboratoire. Donc on a des fichiers RAW. Un fichier RAW, par nature, il est flat, il est plat, il y a de l'info, mais il n'est pas développé. Donc il faut le développer. Ça, c'est la première chose. C'est la colorimétrie, c'est la chromie qu'on va lui donner, c'est le contraste qu'on va ajuster. On ne va pas contrer le contraste qui a été fait à la prise de vue, mais on va l'ajuster. Et évidemment, après, la post-production, c'est aussi les effets spéciaux. Donc là, des personnages à tête de félin, des personnages invisibles. Et après, moi, je ne suis pas un photographe du réel, je fais ce que je veux. On va pas. Une fois, un gars qui était venu. Des fois, il y a des gens, on comprend pas. Il m'envoie un mail. Vous n'êtes pas un photographe, machin, tout ça. C'est pas ça la photo. Et je dis, mais je fais ce que je veux. Je suis pas dans le reflet du réel. Je veux dire, on n'est jamais allé reprocher à Dali d'avoir fait des montres molles. Tu vois, il fait ce qu'il veut. Je fais ce que je veux. Et tu bosses avec Capture One. Enfin, ta post-prod, tu tries, tu donnes des notes à tes images dès la prise de vue. Tu sais que celle-là, elle est bonne. Tu la marques, tu la mets de côté ou tu te retapes tout. Je m'en tape tout, ouais, je m'en tape tout. Je marque effectivement parce qu'on a quand même à un moment donné dans la spontanéité du moment des choses qu'on peut voir et qu'on peut réoublier derrière. Et en fait, c'est pas la spontanéité, c'est l'émotion du moment. Voilà, ce petit frisson. Voilà, ce petit frisson, faut le marquer. Et ce petit là, de 2 à 3 à 5. Voilà, gros frisson 5. Donc non, oui, c'est important de noter dès la prise de vue ce qu'on peut. On peut pas toujours, mais ce qu'on peut. Mais par contre, après, je regarde tout. Ouais. Et alors, ce qui est terrible, quand même, dans l'editing, c'est ça qui est effroyable. Choisir, c'est renoncer. Et ça, c'est pire que tout. Mais tu le fais seul, l'editing, du coup? C'est souvent... Ouais, non, je fais tout seul. Choisir, c'est renoncer. Et ça, c'est quand même terrible. Et quel logiciel tu utilises? On a beaucoup parlé de Photoshop, mais Capture One. éditer, Capture One. Capture One, ouais. Et quand tu es devant ton ordinateur, là, sur tes sessions de retouche, donc une fois que l'editing est fait, dans ta tête, tu sais déjà où tu vas, jusqu'où tu te... Parce que ça peut être infini, en fait. Ce travail-là, il faut quand même y mettre un début, un milieu, une fin, parce que sinon on s'en sort pas. Comment tu sais que tu es arrivé au bout, et puis peut-être même jusqu'où tu te permets d'aller, en fait, dans le travail de retouche. Alors, je te parle pas de tes montages. Je parle, par exemple, du travail sur les peaux, sur les corps, jusqu'où... Parce que c'est des sujets c'est très touchy. qui sont compliqués, quoi, et pour toi, et pour les personnes que tu as photographiées, et pour le réceptabilité, non, c'est pas ça le terme, et pour la réception de l'observateur, du public, quoi. C'est compliqué. Mais de la même façon, comme je le faisais avant en créa, parce que le problème se posait de la même façon, on pousse toujours les curseurs quand on fait. Après, il faut laisser reposer, et en gros, quand tu as fini de retirer, c'est que c'est bien. C'est-à-dire que tu vas pousser ton curseur de contraste, éventuellement, tu vas aller retoucher les peaux, tu vas retoucher, il n'y a plus une ombre, il n'y a plus rien, c'est une PLV. Quand tu reviens le lendemain, tu reviens en arrière. Et quand tu as fini de retirer tous les effets que tu aurais pu potentiellement faire ou la retouche que tu aurais pu potentiellement faire, c'est que c'était abouti. Normalement, on doit aller, par exemple, sur une peau vers le minimum. Surtout alors, il y a aussi des questions de mode. C'est pas la même mode en 2000 et en 2020. C'est pas... Mais l'idée est d'aller vers le minimum, je dirais, pas d'artifice, parce qu'encore une fois, les têtes de félin, c'est de l'artifice, mais là, il y a un propos, ça a un sens, parce que c'est narratif. Mais effectivement, l'artifice, par exemple, d'une retouche de peau doit être à la juste hauteur, et c'est au minimum que c'est le plus juste. Voilà. Mais donc, on pousse les curseurs quand on fait, parce que quand on fait, on voit pas. On est tellement dedans qu'on peut plus voir. Et donc, le lendemain, il faut toujours se marquer une pause, revenir, et rétrograder. D'où la nécessité de travail en mode non destructif, toujours. Des calques. Alors voilà, justement, voilà un truc important aussi pour la façon dont on travaille. Non seulement on doit travailler en mode non destructif, ce qui est malheureux, c'est qu'on a des logiciels de dérotisation qui sont puissants, Capture One, Lightroom, tout ce qu'on veut.
et qu'on peut faire de la colorimétrie dedans. Faire sa chromie au moment de la dérotisation, c'est dommage. C'est un peu une erreur. Parce que tu vas attaquer ton pixel derrière, et si tu veux changer ta colorimétrie, alors non, comme je disais tout à l'heure, faut savoir où on doit aller dès le début, tout ça. Mais bon, on a quand même une part, surtout en post-prod, un peu après, de l'attitude de mouvement. Et si tu fais ta colorimétrie en dérotisation, après tu vas faire ton pixel, tu pourras plus changer ta colorimétrie, ou tu vas faire un changement de colorimétrie sur une colorimétrie déjà faite, donc tu vas abîmer ton fichier. Donc idéalement, tu dérotises ton fichier, c'est-à-dire tu l'équilibres bien, tu le balances dans Photoshop, tu fais ton pixel. Enfin, une fois que tu as fait ton pixel, tu fais ce qu'on appelle tous les montages, et après tu fais ta chromie à la fin. Donc ça veut dire que sur une série, donc, tu vas appliquer ça à plusieurs images et tu vas faire la chromie une fois qu'elle sera arrêtée, et tu vas la dupliquer à toutes les images. Exactement. Ok, c'est intéressant. Mais si tu fais ta chromie avant et que d'un coup, pour quelque raison que ce soit, tu diras j'ai été un peu dur, j'aurais en changé, et tu vas partir d'une image qui est déjà a perdu de l'info. On va conclure là-dessus. Merci Malo. On a survolé un peu toutes les facettes de ton processus créatif. C'était passionnant. Bien entendu, on pourrait s'arrêter des heures sur chacune des étapes pour aller un peu plus en profondeur. Mais voilà, ça donne déjà un très beau panorama des problématiques, des questions, des contradictions, des paradoxes auxquels on risque de se confronter quand on se lance dans un projet photographique comme celui-là. Merci beaucoup Malo d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à vous. Je mets donc un terme à cette discussion, et puis on passe à la suite de l'émission et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Malo pour cette grande masterclass dédiée à la réalisation de portraits artistiques mis en scène. Malo, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Bon courage. Première question. Quelles sont les grandes étapes à respecter dans le processus créatif d'un portrait ou d'une série artistique ? La mise en scène, l'émotion, la lumière, et après l'échange avec le personnage, avec la personne photographiée. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter ? L'ego. Développe un peu là. Non, mais par exemple, tu parlais. C'est un avantage aussi, l'ego, non ? Non, bien tu sûr. dois diriger. L'ego, il en faut. L'ego, c'est que c'est sain. Le sur-ego, le sous-ego. Voilà. Et il faut être sur un ego juste. Il faut apprécier ce qu'on fait à sa juste valeur, sans prétention ni d'autoflagellation. Voilà. Mais un piège à éviter, je dirais, c'est de ne pas écouter. Voilà, c'est ça en fait. C'est quand tu te positionnes trop en sachant. Et de perdre, on parlait de spontanéité, de sortir de choses prévues, passer à côté d'un petit moment qui aurait pu être plus riche, et aussi, quand on bosse dans une équipe, ne pas prendre en compte, oublier l'équipe et l'écoute qu'on peut avoir. Donc moi, je dirais, voilà, moi, ce qui est important, encore une fois, je le disais, mon premier public, c'est l'équipe. Alors, moi avant tout, bien sûr, mais l'équipe derrière. Et donc, l'idée, c'est d'être attentif à tout le monde. Voilà. Et on peut ajouter, puisque tu l'as dit au cours de la discussion, éviter de travailler la chromie quand on travaille en série en premier, quoi. Ouais, ça c'est le piège à éviter que je vais bien garder en tête. Ça sera peut-être la citation de cette émission. On n'en parle pas souvent, mais je trouve ça pertinent. Tu parles d'équipe, justement. Comment on fait finalement pour réussir à bien s'entourer ? Et selon toi, quelles sont les personnes indispensables à la réussite d'un projet photographique d'envergure mise en scène, comme toi tu peux le faire? En dehors de l'intelligence artificielle, bien sûr. Oui. On n'est pas seul. Pas, moi, je pense qu'un travail, c'est un travail d'équipe toujours. Et c'est parce qu'on a une association de talents qu'on arrive à faire des choses bien. J'ai commencé mes projets quasiment seul. Donc, je l'ai fait seul. Et ils ont gagné en qualité grâce aux gens que j'ai rencontrés qui ont su emmener plus loin. Demain, je perdrai tout le monde, je referai seul parce que je ferai toujours, mais on a tout à gagner, à rencontrer des gens, à fidéliser, voilà, et donc ça passe par l'écoute, ça passe par l'observation, ça passe par la veille qu'on peut faire soi-même sur son travail, et donc sur les gens qui gravitent autour de nous, donc un coiffeur, un maquilleur, un styliste, un décorateur, et les modèles, bien évidemment. Donc, une ouverture d'esprit, le regard toujours en alerte.
et après un échange et la considération. Est-ce que tu pourrais revenir une seconde sur cette notion de collab qui est assez fréquemment utilisée, alors sur des projets commissionnés comme sur des projets personnels ou simplement des éditos? Hmm. Alors les éditos, bah, c'est autre chose parce que c'est des magazines qui ont une force telle qu'on subit un peu cette collab. Des projets personnels, on fait des collabs parce qu'on n'a pas forcément les moyens que peuvent avoir effectivement des clients, hein, tout simplement. L'idée, après, c'est que ce soit un projet qui profite à tous, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve dans le projet et qu'ils puissent l'utiliser parce que c'est différent de ce qu'ils peuvent être amenés à faire classiquement. Et après, aussi, c'est de rendre l'appareil. Tu as quelqu'un qui fait une collab avec toi, tu as un client. C'est aussi ça aussi, de fidéliser une équipe. C'est quand toi, tu as un client, de les amener sur ton client. Donc, avec un vrai budget, tu peux payer aussi... alors, d'abord, c'est défrayer. Alors, une chose importante, essentielle... La table régie. Exactement. Exactement. Du bon café, des bons gâteaux, Mais on se fout des pas... bons becs. Non, mais ouais, mais non, c'est Mais pas... non, mais c'est fondamental, c'est l'ambiance. Ça, c'est dans tous les domaines, c'est Voilà. toujours... T'as même pas des tucs. Ouais. Et même quand tu fais un déménagement, t'invites des gens, c'est important. Mais bien sûr, c'est la fameuse considération, c'est La quand même le convivialité. minimum. Ouais. Et tu facilites tous ces gens qui viennent avec ces gens viennent avec leur talent. Hein, donc voilà, donc la table régie, et bon, et après le défraiement, bien évidemment, et puis même payer un peu, ça dépend des contextes. Alors pas à hauteur de ce que peut faire un client, parce que forcément, t'as pas les moyens. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner pour des personnes qui auraient envie de se lancer dans ce genre d'aventure sur comment on réussit à construire une lumière et puis surtout avec quel matériel il vaut mieux essayer de partir? Encore une fois, tout dépend complètement de la finalité. La lumière, c'est Évidemment, quand même... évidemment. alors, si on parle de lumière artificielle, alors, un petit point aussi sur la lumière, parce que beaucoup de gens pensent que la lumière artificielle, c'est justement artificiel et c'est faux. La lumière, c'est de la lumière. Que ce soit un flash ou le soleil, c'est de la lumière. C'est soit on sait l'utiliser, soit pas. Soit on subit une lumière et on travaille très bien avec. On peut faire mais évidemment, en lumière naturelle, on fait des choses absolument splendides. Mais quand quelqu'un ne fait que de la lumière naturelle et ne sait pas faire de l'artificiel ou n'est pas content de l'artificiel, c'est juste qu'il ne sait pas la gérer. Donc la première chose, c'est comprendre la lumière. Donc au-delà de la voir est important, mais il faut la comprendre en la regardant, dire pourquoi elle est belle. Et si on comprend pourquoi elle est belle, on est capable avec plus ou moins de facilité, de la reconstruire après et d'aller vers ce qu'on veut. Donc, la première chose, l'observation, toujours. Observer la lumière, comprendre la lumière. On appelle ça des lectures de photos. On lit la photo, on lit la composition, mais on lit aussi la lumière. Et imaginer ce qu'est une lumière dure, une lumière douce, ainsi de suite, et voir si on veut un contre, un retour, enfin... Là, c'est de l'apprentissage. J'ai pas grand-chose à dire d'autre que l'observation et de l'apprentissage. Et tu fais des workshops, toi, sur ces choses-là? Ouais, j'en fais. Ça m'arrive. Bon, oui, il faudrait que j'en fasse plus. À Lisbonne, ça peut être une bonne idée, ça. Ouais, c'est vrai. Mais oui, j'en ai fait, notamment avec Fuji et Profoto. Bon. Fuji, justement, tu travailles avec le GFX, un appareil moyen format. Pourquoi, dans ton travail, tu as besoin d'un appareil comme ça? Qualité, moyen format, donc dynamique, plage colorimétrique et souplesse. Encore une fois, c'est un appareil qui fait le meilleur des deux mondes. On est sur la qualité du moyen format et on est avec la maniabilité du 24-36, donc le meilleur des deux mondes. Est-ce qu'il y a des manques optiques actuellement, ou toi des optiques que tu aimerais voir arriver, ou tu t'adaptes? Or moi, comme je disais tout à l'heure, je m'adapte. Vraiment, je vais faire ce qu'il y a. Non, mais là, très content de voir l'arrivée des centrements et bascules. Voilà, ça j'attends avec impatience de les tester. Donc ça me plaît beaucoup. Après, la gamme est déjà quand même relativement complète. Hein. Et même les zooms extraordinaires, le 32-64, la qualité est superbe. Donc on a des outils déjà, par exemple un zoom couteau suisse avec une qualité sublime. Donc non, la gamme est déjà très belle. Le 80 magnifique, le 110 extraordinaire, le 120 macro génial. Donc 250, tu m'as dit, ils projettent Un 500. le 500 pour l'année prochaine. En développement, a priori. Voilà, formidable. Donc en termes de gamme, ils sont très très bien. On a vraiment du grand angle aux télé, donc c'est vraiment très bien. Et encore une fois, un moyen format, donc on est sur un prix qui est très très abordable sur du moyen format, hein, très très abordable, mais ça l'est également, c'est cohérent sur les optiques.
Donc, ça veut dire que l'ensemble, une optique moyen format, c'est très, 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 très cher. Et là, on est sur des prix qui sont tout à fait raisonnables. Tout à fait raisonnables. Toute proportion gardée. Oui, Je préfère mais des c'est vrai, non, mais bien sûr, disclaimers, bien sûr. Mais c'est pour ça aussi qu'ils ont percé, enfin Fuji a percé sur ce segment. Ils ont fait une percée énorme. C'est pas pour rien. Bon. Au moment de la prise de vue, justement, arrive le travail de direction avec ton ou tes modèles. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner pour faire ça dans les règles de l'art et surtout réussir à tirer les poses, les attitudes, les regards qu'on souhaite avoir? Mm. Alors moi, quand j'ai mes photos relativement figées, j'aime bien prendre la place de tout le monde pour voir si la pose est réalisable. Il ne s'agit pas de faire tenir un poirier à un modèle pendant 10 minutes si c'est pas possible. Donc effectivement, je prends la pose pour voir ce qui est possible. Ça, c'est pour mes photos où je vais être très, très, très directif, où je sais exactement où je veux aller, où il n'y a pas de latitude possible. Et sinon, écouter, enfin observer encore une fois, et là, le langage corporel du modèle, et d'être dans le partage et dans l'échange. Du coup, alors une musique peut aider évidemment à emmener dans une émotion. Voilà, c'est tout ce qui va aider le modèle à aller dans la bonne émotion, Bon, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Malo, pour toutes ces explications. Merci encore. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Malo, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Oui, c'est un piège. Complètement. Première question qui nous vient d'une dénommée Céline. Comment gères-tu la mise au point sur tes portraits en moyen format ? L'autofocus est-il fiable ? Très. Et effectivement, en plus avec le GFX, comme on a la détection sur le regard, et qui va être d'autant plus véloce sur le GFX 2, donc ça va être très bien. Je sais pas, moi je m'imaginais toujours quand même sur ces grandes mises en scène en studio, qu'on allait au bout de la démarche et qu'on faisait la mise au point en manuel. Oui, là je suis en il y manuel. avait Sur un ça, côté- oui, je suis en manuel. Sur Ok. mes grandes scènes, je suis en manuel. Surtout que les personnages bougent, et que je shoote avec et sans eux, il n'est pas question que je bouge mon point. Par contre, quand je commence à me balader, là je me fie à l'autofocus. Très bien. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Nicolas. J'ai adoré ton bouquin Face cachée. Est-ce qu'il y a un autre projet en préparation de ce genre ? Eh ben, merci Nicolas. Et oui, j'aimerais faire un autre livre. Alors, comme moi, je fais qu'une série par an, on y retrouvera mes anciennes séries, on y retrouvera 2 nouvelles séries également. On attend 10 ans et puis tu feras le volume 2. Voilà, mais non, en fait, j'aimerais faire un très beau livre. Je ne sais pas si vous voyez un peu la collection Assouline. Ouais. On est sur où là, je vois le Helmut Newton là, de chez Taschen en format encore plus grand parce qu'il existe en sumo. Ouais. Voilà, et j'aimerais, mais bon, c'est un gros projet. Troisième question qui nous vient de notre cher auditeur Céline, qui est très en forme en ce début de saison avec une question comme je les aime. Malo, comment mets-tu en lumière la part d'animation brute qui sommeille en nous à travers l'image ? J'ai pas complètement compris la question. Improvisez une réponse, c'est pas grave. Écoute, je vais essayer de faire une lumière adaptée à la topologie morphologique de la personne. Un personnage un peu rugueux, je vais faire une lumière un peu dure. Une personne très douce, je vais aller justement une personne une femme a un visage un peu rond, je vais essayer de faire une lumière plus douce. Donc voilà, je sais pas si c'est la bonne réponse. Écoute, c'est une réponse et on remercie Céline qui est un auditeur fidèle du podcast et qui participe très régulièrement à ces quiz. Quatrième question qui nous vient d'une dénommée Barbara. Pourquoi ne pas se contenter du plein format alors qu'il y a des appareils de plus de 50 millions de pixels sur le marché ? Bah,
Encore une fois, c'est une question de dynamisme, de plage colorimétrique. Le plein format, très bien. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque de l'argentique, c'était le petit format, hein, ni plus ni moins. Donc, on n'a pas la même qualité d'image. Et au nombre, ratio, pixels, taille, capteur, on y gagne en qualité, tout simplement. Je crois qu'il faut vraiment avoir la chance, mais on peut le faire en magasin ou lors de journées portes ouvertes aussi. Juste l'opportunité de shooter et découvrir ce que c'est en fait, le moyen format et le rendu. Sur le salon, ce sera peut-être possible. Et par exemple sur le salon. Et c'est vrai que ça vaut toujours le coup d'avoir une carte mémoire sur soi, ne serait-ce que pour essayer de regarder un petit peu les résultats. Et c'est vrai que quand on ouvre un fichier RAW, 200 millions de pixels pris au moyen format, c'est un peu il se passe quelque chose. Et il y a vraiment une expérience visuelle qui se passe. Enfin, voilà. Mais là encore, on pourrait développer. 5e question qui nous vient de Yann. Combien de temps consacres-tu à la post-production et quel logiciel est-ce que tu utilises? On en a déjà parlé. Dérotisation Capture One et post-production véritable Photoshop. Et le temps nécessaire. Pourquoi les pros ils bossent avec Capture One en dérotisation? Pourquoi? C'est vraiment mieux que ce que propose Photoshop ou Lightroom? D'abord, en connecté, il est vraiment excellent. C'est ça. Et même les algorithmes sont meilleurs, vraiment. Ouais, en qualité, par exemple, grain de peau, en colorimétrie sur les peaux, tout simplement, vraiment, l'outil est parfait. Bon, très bien. Capture One, so be it. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Malo, quel projet, sans aucune contrainte, rêverais-tu de réaliser? Eh ben, écoute, là, je vois pas du tout comme ça. Du coup, je vais répondre un petit peu à côté, parler plutôt du prochain projet que j'aimerais réaliser. Et effectivement, j'habite à Lisbonne maintenant depuis 1 an. Et ce qui me plairait, il y a des palais magnifiques là-bas. Et j'aimerais énormément réaliser une série dans un de ces palais qui sont somptueux. Alors, Et ça en prend en bonne tournure? je cherche un peu des contacts, j'ai pas beaucoup de contacts. Donc ça commence tout juste. J'ai commencé déjà à aller voir à Sienne, notamment dans les plus beaux palais de Sienne. Pour le moment, la réponse a été négative, mais déjà, j'ai su trouver les personnes à qui aller demander, ce qui était déjà énorme. Donc j'attends maintenant la suite. Tu sais, on a énormément d'auditeurs au Portugal, donc si jamais des responsables de palais nous écoutent, prenez tout de suite contact rapidement avec Malo pour qu'il puisse réaliser ses rêves. Et assure-toi que les félins soient autorisés. Allez, on conclut le quiz là-dessus. Et voilà, ça y est, cette première émission de la saison 7 du podcast est désormais terminée. Malo, merci 1000 fois d'avoir accepté notre invitation et d'être venu dans notre studio. Le calendrier s'y prêtait bien. Tu n'es pas à Lisbonne en ce moment, c'est cool. Merci à toi pour tout ce que tu nous as raconté. Et parle-nous peut-être un peu de tes actualités du moment. Alors, pas mal d'expositions. Là, je suis rentré hier du Luxembourg où j'étais sur une foire. Je repars dans 15 jours à Lausanne. Après, je serai à Bruxelles. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup d'expos que je fais assez régulièrement en foire notamment, et puis sinon en galerie. Et puis après, sinon, j'ai des shoots commissionnés, publicitaires. Bon, super. Écoute, merci beaucoup et puis à très bientôt j'espère. Merci à vous. La semaine prochaine, nous recevrons le youtubeur Damien Bernal pour notre traditionnelle grande analyse du marché de la photo et on va faire fonctionner la boule de cristal pour essayer de prédire quels seront les prochains produits à arriver chez tous les constructeurs dans les mois, dans les semaines ou dans les mois à venir. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par Fujifilm avec le système grand format GFX, des appareils hybrides dotés d'une qualité d'image unique.
Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.